bienvenue sur ce nouveau ou nouvel épisode de Talk Oui Oui. Vous choisissez le terme que vous voulez. Pour cet épisode, je reçois Léane Alisra. Rebonjour Léane. Bonjour et remercie. Merci à toi d'être venue. Je suis très content. Donc, comme j'ai dit, je vais te présenter brièvement. Tu es essayiste, tu es journaliste, tu t'es spécialisé sur le genre, mais pas seulement. On va voir, mais tes travaux s'explorent vraiment plein de domaines, l'antiracisme, le décolonial, les théories queer. Donc, il y a vraiment tout ça là-dedans. En 2020, tu avais lancé Mécréante, avec notamment un podcast. Et là, il me semble que ça va devenir, ou je ne sais pas si ça devient, s'il y a un lien, mais tu vas lancer un nouveau média qui est problématique, c'est ça? Oui. On va en parler durant la discussion parce qu'il me semble qu'il y a aussi un Ulule si on veut soutenir et tout. Carrément. Tu as aussi participé à un ouvrage qui s'appelle Nos amours radicales, 8 visions singulières pour porter un nouveau regard sur l'amour. Ça, c'était aux éditions Les Insolentes en 2021. C'est la première fois que tu écris en... Ouais. Et avant le podcast, est-ce que tu écrivais des blogs, des articles ou Non, même pas. Ah non, ouais, et puis là, j'avais 21 ans. J'étais vraiment toute jeune, quoi. Ouais, et en plus, tu es toute jeune, mais tu as quand même ensuite fait 2 essais. Le premier, c'est celui-ci, Les hommes hétéros le sont-ils vraiment, qui a été publié en 2023. Ouais. Et tu n'as pas chômé parce que tu as publié 1 an, 2 ans après, 2025, ouais. C'est ça. 2025, Les Vigilantes, surveillées et surveillantes, ces femmes au cœur de l'extrême droite, les deux aux éditions JC Lattès. Est-ce que je le dis bien? Oui, c'est ça. Est-ce que la présentation te semble aller? Oui, c'est parfait. D'ailleurs, on en parlait juste avant en off. Moi, je connaissais pas trop JC Lattès. C'est une grosse maison d'édition et tu me disais que c'était aussi une stratégie de ta part d'aller dans ces maisons d'édition? Ouais, c'est vraiment ma stratégie d'avoir des livres qui sont du coup dans des maisons d'édition assez grand public, ce qui me permet aussi d'accéder à des médias moins confidentiels que si j'étais dans des plus petites maisons d'édition pour ensuite ramener cette audience-là vers les médias indépendants que j'ai. Du coup, c'est vraiment ma stratégie d'avoir une structure indépendante à faire monter et un autre pied du coup dans le plus mainstream. Je sais pas si après je changerai de stratégie. Je pense pas que je ferai que des livres dans des grosses maisons d'édition, mais en tout cas surtout pour à ton l'instant niveau où t'es pas encore ça va arriver hein. Et non plus une grande figure médiatique qui a besoin de mettre le pied sur la porte quoi. Ouais, plus l'âge et tout, c'était important. Alors dans ton livre tu parles aussi, tu reviens aussi un petit peu sur ton parcours. Est-ce que tu pourrais nous en parler parce que étrangement tu commences pas tout de suite avec les études de genre, c'est ça? Oui. Tu es un peu dans le design digital et même dans le monde de la finance. Et c'est là où il y a eu un déclic? Alors en fait, ouais, moi j'étais un peu l'artiste de la famille. Je faisais beaucoup de. Non mais c'est vrai, genre ma famille c'était la vraiment plus petite? aussi. Non, je suis l'aînée. D'accord. J'ai 2 petits frères, Okay. mais c'était en mode bon elle si elle est perchée, si elle fait un truc, ce sera plutôt de l'art et tout. Okay. Mais bon, je venais pas non plus de la bourgeoisie, donc tu vois les beaux-arts et tout, c'était pas trop ça. Donc je suis allée plutôt en design parce que je me suis dit ce sera plus simple de trouver un taf après. Mais je me faisais énormément chier et surtout j'avais besoin de nourriture intellectuelle et je trouvais pas exactement ce que je voulais. Ouais. Donc en fait grâce aussi quand même à mes compétences en design, j'ai pu lancer Mécréante, ça a aidé parce que j'ai fait toute la com, le site, la direction artistique, etc. Et en fait ça a hyper bien pris. Et du coup, vu que Mécréante c'était quand même faire de la vulgarisation sur les enjeux liés au genre, au bout d'un moment je me suis dit j'ai quand même envie d'aller à la fac pour pouvoir mieux comprendre certains auteurs que j'avais du mal à appréhender toute seule, pour avoir une méthodologie un peu plus carrée. Et du coup, je suis allée à Paris 8 en études de genre et là, j'ai fait 2 mémoires qui après ont inspiré le 2e livre du coup. Voilà. Donc ouais, donc t'étais étudiante, tu t'emmerdais, il y avait des trucs dans ta vie qui faisaient que forcément, pour toutes les femmes, il y a des questions qui se posent dans la vie de tous les jours par rapport aux questions féministes. Et c'est quoi? T'as découvert des contenus, t'as découvert des auteurs, il y a des auteurs et autrices qui t'ont marqué? Moi, de base, j'étais plus sur la lutte anticapitaliste. Enfin, j'étais déjà de gauche plus jeune, etc. Et après, je pense que c'est aussi mes histoires personnelles qui ont fait que je me suis quand même posé des questions à un moment donné, surtout au niveau... parce que moi, c'était genre des histoires aussi qui sont passées au lycée. Et en fait, c'était aussi de voir tu vois, les adultes, en fait, et l'institution, pourquoi elles réagissaient comme ça. Donc, tout de suite, ça a été aussi questionner les institutions. Et donc après j'ai commencé par des trucs plus bateaux quoi en termes de féminisme et puis très vite ça me suffisait pas et donc notamment à Paris 8 j'ai découvert plein d'auteurisses parce qu'il y avait quand même un enseignement hyper quali et tout et du coup là ça m'a aussi ouvert les portes sur les pensées décoloniales etc. Et en parallèle j'avais commencé à militer parce qu'avant je pouvais pas militer parce que j'avais mon prêt étudiant à rembourser, je travaillais à côté etc. Et j'avais très envie et du coup je commençais à militer puis il y a eu le confinement et donc voilà. Ah, t'étais étudiante pendant le confinement? Ouais, j'étais pour mon premier master du coup. C'est horrible.
Ouais, ouais, ouais. Mais en plus, j'étais en contrat pro aussi. Enfin bref, c'était une sacrée période, quoi. Horrible. Et c'est dans cette période-là aussi que tu fondes Mécréante. C'était quoi le but avec Mécréante? Et là, j'ai vu que dernièrement, c'est devenu problématique. Est-ce que tu peux nous expliquer Ouais. le cheminement? Ben à l'époque, Mécréante, c'était vraiment j'avais envie de donner des clés aux gens pour comprendre, les enjeux liés au genre, mais de façon accessible parce que Ouais. moi-même ça c'était des choses qui me faisaient peur, le milieu parisien parce que j'arrivais à Paris à ce moment-là me faisait super peur et j'avais, l'impression que plein de gens étaient comme moi, étaient en mode s'intéresser à ces sujets, mais avaient envie un peu de clés de lecture qui à la fois soient profondes et restent pas en surface sur des choses qui ont Ouais. déjà été dit 1000 fois, mais qui en même temps restent accessibles. Donc c'était vraiment, l'enjeu et de partir de phrases que j'entendais autour de moi, donc vraiment de questions que les gens se posent pour apporter des réponses qui soient scientifiques, etc. Faire de Mais la quand même full, pédagogie. ouais, vraiment full pédagogie. Et ensuite, là, du coup, le projet problématique, ça va devenir vraiment une vraie rédaction. Donc on va avoir des pigistes, des contributoristes, etc. Et on est 3 personnes à l'avoir cofondé. Donc il y a Aria Meroni qui, elle, est plutôt une militante de terrain, donc qui est passée par le NPA, qui est aux Invertis, qui a été beaucoup dans la coordination féministe, qui est un cadre qui regroupe 300 organisations féministes sur le Mmh. territoire français. Et du coup, Apolline Bazin, qui elle est plutôt journaliste culture, donc qui Ouais. était rédactrice en chef de Manifesto 21, qui est spécialiste du drag et des questions liées à la fête, etc. Et du coup, le but du média, c'est d'avoir 3 piliers: savoir, création et action. Et donc Mmh. d'essayer de penser des formats qui donnent des outils de lecture, mais aussi qui permettent d'engager les gens vers concrètement, Mmh. de leur donner des pistes et des envies de s'engager, quoi. Ça va être quoi? Ça va être, une page internet, une page YouTube, une revue ou peut-être, tout à la fois, On va commencer par un site internet, du ouais. coup, qu'on code de A à Z pour justement si WordPress se fait racheter ou que sais-je, voilà. Heu, on est prêt. Du coup, un site internet avec d'abord, des articles long format Ouais. et aussi, revues culturelles et cetera, actualités bien sûr. Et après on aimerait potentiellement de la vidéo, mais dans un second temps, selon ce qu'on arrive à avoir justement, sur Ulule, et aussi potentiellement de la micro-édition. Donc D'accord. voilà. Et d'ailleurs, oui, il y a le Ulule si on souhaite soutenir, ça va se lancer dans quelques jours là, Ouais, c'est lundi prochain. donc là, les gens peuvent commencer à mettre de l'argent ou pas encore? Non, pas encore, lundi. D'accord, ah OK, parce que j'allais dire partager le lien, mais pas encore. Mais en tout cas, bah, sur YouTube, je pense que il y aura déjà la campagne, Ulule qu'on va diffuser sur YouTube parce que ça prend minimum une semaine. Donc sur YouTube, je le mettrai le lien en description de la vidéo et j'en profite aussi pour dire qu'il y a aussi nos liens en description de vidéo. Si vous avez de l'argent, partagez, à tout le monde et aussi comme d'habitude sur Twitch, merci pour les dons. Vous le savez, pendant le Tel Oui, je dis pas trop merci parce que je suis avec des invités, je veux pas les couper. Mais merci pour les dons et n'hésitez pas à soutenir la chaîne pour qu'on puisse continuer ces émissions. Alors, comme j'ai dit au début, on te présente surtout comme féministe ou queer, mais moi, ce qui m'a le plus marqué dans le livre, c'est toutes les références, notamment dans l'antiracisme, notamment dans le décolonial. Donc moi, je me disais, c'était quoi, notamment en particulier sur l'antiracisme, le décolonial, c'était quoi tes portes d'entrée? Comment t'en es venu à découvrir ça? J'ai eu des super profs à Paris 8 Ah et bah oui, oui. notamment aussi, la personne qui a accompagné mes mémoires, du coup, c'est Mehdi Derfoufi qui a écrit un super livre sur, Sur le racisme et les jeux vidéo. voilà, et qui, m'a beaucoup, accompagnée, dans la rédaction de mes mémoires et qui est aussi une super référence. Donc je pense que c'est vraiment ça, plus aussi, les rencontres, militantes, les gens avec qui je parlais, que c'est jamais un livre que tu fais, Bah tout oui. seul, quoi. Il y a plein de gens autour de toi avec qui tu discutes et cetera. Et moi, c'est vrai que dans le deuxième livre, là, Les Vigilantes, j'avais vraiment envie d'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a des femmes d'extrême droite, mais pas juste les méchantes, c'est les femmes d'extrême Oui, droite. C'est expliquer comment nos sociétés ont créé ça, oui. vraiment de A à Z, quoi. Mais c'est ça qui est super intéressant aussi dans tes 2 ouvrages. Pour moi, c'est transversal, que ce soit sur, l'hétérosexualité ou les hommes ou là les féministes, les femmes d'extrême droite. C'est cette idée d'aller, aussi dans la complexité et tu as presque aussi une approche un peu empathique et de montrer que, bah, ils sont aussi opprimés par, leur domination. Ils sont dominés par leur domination, comme dirait Bourdieu, et que même pour eux, c'est pas une piste viable, quoi. Même eux peuvent souffrir de ça. C'est Ouais, important pour toi d'insister sur ce point-là? plus sur, dans les hommes hétéros le sont-ils vraiment? Parce que Ouais. je pense vraiment que c'est triste l'hétérosexualité. On va y venir. Mais après pour, les femmes d'extrême droite, oui, il y a cette idée qu'effectivement elles se prennent un retour de bâton pour la plupart, mais je voulais aussi insister sur le fait qu'elles tirent de la jouissance de la Ouais. violence qu'elles exercent, parce que ça, c'est un peu tabou.
parce qu'on a cette idée sexiste que les femmes ne peuvent pas être violentes, Oui. qu'elles ne peuvent pas jouir de dominer. Mais en fait, si, il y a des femmes qui jouissent de cette domination-là, et il faut pouvoir le dire. Mmh. Vraiment, moi, je me souviens qu'à une Pride, il y avait une action du collectif Eros, qui est un groupuscule d'extrême droite de LGBT, mais il y a deux LGB du coup dedans, et après c'est des hétéros. Et il y avait Oui, Mila qui oui, c'est était vrai là. que la transphobie, Oui, on, bah on y oui. reviendra, mais Et c'est l'un des il piliers. y avait Mila dedans, donc une grande figure raciste, etc. Et vraiment, elle était là, à cette action-là, et il y avait la haine dans son regard, mais surtout Ouais. la jouissance qu'elle tirait de la violence qu'elle exerçait était assez incroyable, quoi. Bah, tu prends aussi dans ton livre l'exemple de Abu Ghraib où il y a des femmes qui posent devant les prisonniers qui sont minus. Donc on voit aussi là, comme tu dis, la jouissance dans la violence. Et d'ailleurs, sur le livre sur l'hétérosexualité, euh, pourquoi ton premier livre, ça a justement été sur la question de l'hétérosexualité et en particulier les mecs qui se disent hétérosexuels? Est-ce qu'il y avait l'idée de, ah, quand même, pour lutter contre le patriarcat, il faut bien connaître son ennemi? Un peu, et puis je pense que, comme je le raconte dans le livre, moi j'ai beaucoup traîné avec des mecs quand j'étais petite. J'avais aussi des amies filles, mais je me suis souvent retrouvée, comme plein de lesbiennes, dans des milieux assez masculins, que ce soit sportifs, etc. Et j'avais envie de comprendre en fait pourquoi je me suis retrouvée dans ces dynamiques, pourquoi moi j'y étais et pas Ouais. d'autres meufs. Donc je pense qu'il y avait de ça. Puis après aussi, au tout début, parce qu'avant qu'il sorte, il s'est passé quelques années, c'était moi-même quand je sortais de l'hétérosexualité aussi. Enfin, je sais pas si j'y suis vraiment rentrée, mais Ouais, voilà. ouais. Et du coup, j'avais aussi besoin de faire un peu un bilan de tout ça. Et vraiment, il y avait cette question que je me posais, quoi. C'est comment expliquer qu'on demande aux hommes d'être à la fois sexistes, homophobes, amants des femmes, de rester Ouais. en boys club. Et en fait, si tu mets tout ça bout à bout, c'est des injonctions complètement contradictoires. Donc, j'avais envie de répondre à ça, quoi. Oui, parce que pour toi, tu dis que la question, les hommes hétéros, le sont-ils vraiment? C'est pas juste reprendre une blague. Et c'est une vraie question parce que pour toi, même l'hétérosexualité telle qu'on la vend aux hommes, elle est contradictoire, elle n'est pas possible parce qu'il y a en même temps euh, l'homosociabilité où il y a toujours un truc un peu ambigu avec l'homoérotisme et tout, et en même temps un mépris des femmes, c'est ça? Donc il n'y a pas Ouais. une vraie hétérosexualité? C'est comment tu fais pour aimer des personnes qu'on t'a appris à mépriser. Parce que Ouais, toute la base quand même de la construction de la masculinité hégémonique, donc la masculinité hégémonique, c'est la masculinité la plus valorisée à un temps donné dans une société donnée. Donc typiquement, aujourd'hui, ça va être le cadre supérieur sur sa trottinette électrique et qui a du ouais. basilic sur son plan dans le 11e arrondissement à Paris. Et du coup, donc toute la construction de la masculinité hégémonique, elle passe par les petits garçons qui vont apprendre à dire je ne suis pas une fillette, je suis pas Ouais. comme les filles. Et donc quand t'es petit, t'apprends vraiment, quand t'es un garçon, à te distinguer de tout ce qui est féminin et à le mépriser parce que c'est considéré comme inférieur. Hmm. Et après, à l'adolescence, pour prouver cette fois que t'es un homme, eh bien, tu dois montrer que t'es capable de désirer et de conquérir ce qu'on t'a appris à mépriser. Donc, c'est quand même vachement compliqué. Oui, oui, donc c'est vrai, même, on pourrait même dire, ce sont même pas de vrais bons. Les hommes ne sont pas. Je tiens à préciser, je me mets dedans, hein, mais les hommes ne sont même pas de vrais bons hétérosexuels. Ils n'arrivent même pas à être réellement hétérosexuels et donc à vraiment aimer la femme. Bah, peut-être qu'ils peuvent en aimer une. Ouais. Parce que bon, enfin voilà, après il y a les trajectoires individuelles, mais globalement, c'est pas vraiment fait pour que ça arrive facilement. Plus après, tout ce qui est homophobie, évidemment, Ouais. qui est hyper structurant à l'adolescence, quoi. Et sachant que pour toi, ce serait quoi l'hétérosexualité? C'est pas seulement le fait de coucher avec quelqu'un d'un autre sexe, c'est aussi tout un système, tout un code, c'est ça? Oui, l'hétérosexualité, comme on l'étudie en études de genre, c'est vraiment l'idée que c'est une construction sociale d'une part, mais aussi un régime politique, pour reprendre l'expression de Monique Wittig, donc du coup qui est une penseuse lesbienne française, qui a écrit La pensée straight notamment. Donc l'idée en fait que c'est pas juste quelque chose où on est hétérosexuel, où on est gay ou que sais-je, mais que c'est vraiment déjà on va nous pousser à entretenir ce système-là, et on dit que c'est une pensée politique dans le sens où toute l'économie repose en fait sur le modèle de la famille nucléaire, à savoir un papa, une maman et des enfants qui vivent dans une maison individuelle dans laquelle les femmes sont isolées Ouais. et sont aussi aux prises de risques et de plus de violence, parce qu'aujourd'hui la plupart des femmes, là où elles vivent le plus de violence, c'est chez elles, et c'est aussi du fait de l'isolement social. Je prends souvent l'exemple de Gisèle Pellico, mais peut-être que si elle avait été dans un habitat un peu plus partagé, les gens qui vivent avec elle se seraient Oui. rendus compte qu'il y a 50 mecs qui passent et que c'est un peu chelou. C'est aussi cet isolement-là qui crée la violence de genre. Oui, on va revenir sur tout ça aussi, sur les violences domestiques
Parce que ça m'intéresse d'autant plus que c'est beaucoup le discours d'extrême droite de parler des violences dans la rue et tout, et ils oublient de manière astucieuse, on va dire, ces questions-là. Mais aussi sur l'hétérosexualité, tu insistes beaucoup sur l'homophobie. Et pour toi, l'homophobie, c'est central dans la construction de l'hétérosexualité. C'est parce que, en gros, vu qu'on traîne qu'entre mecs, faut qu'on démarque une ligne, c'est ça? Exactement. Bah, il faut réaffirmer son hétérosexualité parce que justement, il y a parfois, un trouble qui peut s'installer et puis aussi parce que, en fait, il y a cette idée, dans la masculinité du coup, bah, que tu domines et aussi, bah, ça j'en reviens, mais c'est, très vieux, hein, c'est même dans la Bible, cette idée que le péché originel, la femme, c'est de séduire l'homme. Mmh. C'est comme ça que ça se montre, le péché d'Ève, il se montre, la trace du diable se montre dans le fait de séduire l'homme, alors que pour les hommes, la trace du péché, ça va être qu'ils contrôlent tout, sauf leur érection. Ouais, Ça, c'est ouais. dans la Bible. Et donc, du Tu coup, t'en prends un beaucoup à homme. Saint-Augustin d'ailleurs, je voudrais faire une Oh oui, petite oui, parenthèse, oui. tu as l'air de le détester. Oui, je déteste Saint-Augustin. Et donc, du coup, l'homme qui va séduire l'homme, du coup, il est le diable. Et du coup, il est aussi une femme, donc il n'est pas un homme, puisqu'il refait le péché de la trace d'Ève, en gros. Faut le dire vite. D'ailleurs, il y a des passages très intéressants autour de la Bible, autour de Jésus. Il y a même un long passage où, en reprenant des auteurs, tu expliques que Jésus était certainement gay, c'est ça? Moi, gay, c'est anachronique de ouf Oui, mais voilà, comme mais expression. pour provoquer. Mais en tout cas, oui, avec Jean, c'était pas très platonique si on en croit les textes. Mais oui, je me suis beaucoup intéressée à la théologie queer, mais c'est aussi parce que ma mère était catéchèse du village, moi je fais tous les sacrements, etc. D'accord. Je me suis convertie après au protestantisme, mais du coup j'ai beaucoup étudié la religion, donc. On a un protestant ici, hein, Ouais, Cassandre et ouais. protestant. Et c'était un milieu un peu conservateur ou Ouais, un petit peu, on va dire. Bon, ça va, c'était PS. Donc oui, c'est un Bah, peu oui, conservateur. bon, ça va. C'était les cathos qui se disaient un peu de gauche, Ouais. social et tout. Et sur cette hétérosexualité, tu parles aussi beaucoup de l'amour, surtout de l'amour romantique. Et toi, tu dis qu'il faut aussi démystifier l'amour romantique. C'est pas quelque chose de naturel. Ça, c'est pour certains, ça paraît absurde. On a tout le temps aimé, mais tu dis non, ça aussi, c'est une construction sociale. Enfin, tel qu'on conçoit l'amour aujourd'hui, c'est ça? Oui. Bah oui, l'amour romantique en tant que tel, c'est une construction sociale. Ça veut pas dire que les gens avant le 19e siècle, puisque c'est là où apparaît l'amour romantique, ne se sont jamais aimés, que les gens tombaient pas amoureux. C'est juste que déjà, c'était pas ce qui était le plus valorisé socialement, le fait de tomber amoureux. En fait, Ouais. c'était plus le fait d'être un bon chrétien, un bon citoyen, de bien servir la communauté. Après, tes affects, bon, voilà, ça Ouais. c'était secondaire. Et puis, il y avait pas forcément, enfin, les mariages d'amour étaient beaucoup moins courants, hein. Enfin, même si vous regardez vos grands-mères, vos arrière-grands-mères, le rapport à l'amour romantique n'était pas au centre de leur vie. Et ça c'est Même dans en le fait. mariage, on Ouais. se mariait pas forcément par amour, Mais non, plus pas du par tout. devoir ou par. Complètement. Mais après, du coup, l'amour romantique tel qu'on l'entend aujourd'hui, ça vient donc après la Révolution française dans un contexte où en fait on va remettre les femmes à la cuisine parce qu'avec la Révolution française, bah, elles se sont un petit peu échauffées, on va dire. Et Mmh. donc en fait, ce qui est intéressant dans cette histoire d'amour romantique, c'est qu'on voit que plus le système nous vend l'amour romantique, plus en fait c'est quand les meufs commencent à gagner en autonomie et c'est un peu une D'accord. façon de les tenir par le Mmh. symbolique en mode bon bah vous acquérez de plus en plus d'autonomie corporelle, individuelle, professionnelle, etc. Donc pour rester dans ce carcan de l'hétérosexualité, il faut vendre un rêve et ce rêve ça va Mmh. être celui de l'amour romantique c'est pas juste le fait d'aimer, c'est le fait d'aimer une seule personne Mmh. et pas plusieurs dans ta vie de façon indicible. Non, donc du coup tout ce qui est polyamour, etc. ça c'est out et Oui, il y a c'est l'idée vraiment voilà. de propriété privée, quoi. Exactement. Je sais pas si, je crois que je l'ai pas vu dans les sources, mais putain, est-ce que tu connais koh et tout, cette idée que, Oui. on est dans un système capitaliste, donc on a appris que même notre conjoint, on le possède. Exactement, bah, c'est complètement ça, c'est la propriété privée, c'est pour ça que c'est en miroir du capitalisme, cette idée d'amour romantique, ce qui veut pas dire qu'il faut arrêter d'aimer les gens, mais aussi valoriser toutes les formes d'amour possibles, donc du coup l'amitié, avoir plusieurs partenaires potentiellement, enfin vous faites ce que vous voulez, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de façons d'aimer possibles et qu'elles sont, aujourd'hui on a un carcan qui est hyper limité et Oui. du coup hyper triste, alors que Pourtant, on c'est sait beaucoup plus pas cool, quoi. bien aimer, en fait, c'est ça. On Ouais. connaît pas vraiment l'amour. Ben moi, je pense qu'il peut pas y avoir de véritable amour sans liberté. Et donc, comme on est dans une société où bah il y a pas trop de liberté, bah du coup. Ouais. Ouais. Mais
toujours autour de l'hétérosexualité, donc il y a la question de l'homophobie qui est prégnant pour marquer les lignes. D'ailleurs, c'est un sujet on en a parlé avec, Trou Noir, de cette tension entre homosociabilité, entre soi masculin, notamment dans l'expérience nazie et en même temps, il faut marquer, une différence, bien stricte. Mais, tu parles aussi de la féminité, du rejet de la féminité. Tu en as parlé au début là avec, le garçon qui essaye de montrer qu'il est tout le contraire d'une fille. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des évolutions sur ça? Où il n'y a pas une masculinité hégémonique qui peut faire croire qu'en plus, elle intègre des codes de la féminité? Je pense par exemple, moi je me rappelle pendant il y a 2 ans, 1 an ou 2 ans, il y avait une autrice qui venait beaucoup pour, faire l'éloge de Timothée Chalamet, Ouais. ça, est-ce que ça aussi c'est pas un piège de juste limiter à ça et de voir aussi comment cette masculinité, même en rejet de certaines masculinités qui vont rester dans un virilisme un peu bas du front, peut incorporer cette part de «féminité» entre guillemets. Ouais, clairement, l'exemple de Timothée Chalamet, il est hyper parlant parce qu'en fait, du coup, ça va être un mec qui va reprendre des éléments de la culture, gay, twink Oui. et en fait, il va en faire un truc cool, mais aussi parce que c'est un acteur et du coup, il doit se distinguer, en fait, des autres dans son champ, donc c'est un petit peu comme un accessoire, quoi, qui va le Ouais. différencier. Mais du coup, lui, il peut l'enlever, il peut se refaire pousser la barbe et cetera dès qu'il en a marre et de se remettre dans quelque chose de plus viriliste et il peut jouer avec les codes. C'est un peu comme, le fait d'être omnivore culturel, de consommer un peu de Ouais. Jul et un peu, de jazz expérimental pour montrer que tu maîtrises absolument, tout. Et puis il y a aussi, la question, de la masculinité, bourgeoise qui du coup, ne travaille pas avec ses mains en général et du Mmh. coup qui va être, moins musclée par exemple et du coup qui va, dire: «Bah oui, nous on n'a peut-être pas, les gros muscles», même si aujourd'hui la masculinité hégémonique ça va être, tu vois, Musk qui va à la salle et cetera. Donc tu vois, tout Ouais. ça rebouge en permanence et en même temps, donc du coup, tu as ce truc-là de nous, bah, c'est vrai qu'on n'est pas à l'usine, on n'a pas des gros biscottos, mais par contre, on est hyper soigné, Oui, enfin, artiste, intellectuellement précis, etc. mmh. Et justement, nous, on est modéré. Oui, on a une virilité, mais elle est beaucoup moins brutale que celle d'autres hommes, etc. Alors qu'en fait, bah, c'est pas nécessairement vrai. Elle est juste elle est juste parfois moins affichée, mais en fait, Mmh. la violence, elle est tout aussi forte. Voire Ouais. plus forte en plus parce que quand c'est, des hommes de classe bourgeoise et que vous êtes pas de classe bourgeoise et que vous êtes, violé par exemple par un homme bourgeois, il y a en plus la violence de savoir que rien ne va vous aider Bah, ouais. et que tout le système valide en fait, cette violence-là et ça c'est une violence, d'autant plus forte. Oui, mais en plus, je trouve que c'est un peu hypocrite parce que c'est des gens qui vont dire: «Ah moi, je vais pas utiliser la violence», mais c'est des gens qui auront des vigiles ou qui auront des gardiens qui, eux, correspondent en fait, j'ai l'impression qu'ils délèguent aussi la violence à d'autres hommes pour un peu, Complètement. dire: «Ah mais moi, je ne fais pas partie de ça» et justement, tu montres que et en reprenant les travaux de Raymond Connell, qu'il y a la masculinité hégémonique, mais il y a aussi les masculinités subordonnées et les masculinités marginalisées. C'est quoi la différence entre les 2? Alors, je vais le dire de façon très caricaturale, mais Oui, masculinité de toute façon, on fait de la subordonnée, pédagogie, ça, c'est ça va être, je sais pas si vous êtes un homme gay, par exemple, masculinité marginalisée, ça va être si vous êtes un homme gay, sans papier, noir, sur le territoire français, par exemple. Donc là, votre masculinité va devenir vraiment non pas un atout, mais quelque mmh, chose qui est présenté comme dangereux, à rejeter, à bannir. Et pour ce que tu disais, juste pour revenir sur le fait que les hommes bourgeois délèguent la violence. Donc, ce qui est vu comme trop masculin à des hommes plus précaires qu'eux. C'est marrant parce que aussi pour les femmes bourgeoises, elles vont déléguer ce qui est vu comme trop féminin, le care. Donc, mmh. déléguer le fait de s'occuper d'enfants, etc., à des femmes aussi plus marginalisées qu'elles, tout en disant que justement, elles s'émancipent, elles sont pas dans le cliché féminin, etc., parce que justement, elles délèguent les travaux ingrats en fait, de la Mmh. féminité à plus marginalisées qu'elles, quoi. Ouais. Mais c'est intéressant que tu reviennes sur ça et que tu prends l'exemple, des femmes des femmes bourgeoises qui délèguent parce que c'est aussi transversal dans ton travail. C'est que pour toi, c'est important de montrer qu'en fait, tout est lié. Genre, si tu travailles sur le genre, tu ne peux pas, alors ça veut pas dire que tu vas devenir spécialiste de l'antiracisme ou du décolonial, mais on est forcément obligé de se pencher sur les questions antiracistes et vice versa, c'est ça? Oui, pour moi, c'est impossible de pas se pencher sur le capitalisme, le racisme, le colonialisme, les questions de genre, parce qu'en fait, tout est imbriqué. Donc, c'est vraiment c'est comme Mmh. ça, quoi. Oui. Si on veut comprendre, il faut tout creuser et c'est ce qui est intéressant en même temps. C'est ce qui Ouais. est passionnant parce que si on reste que dans son prisme à soi, c'est quand même pauvre intellectuellement et puis en plus, bah, ça nous empêche de voir quand même des choses, des liens qui sont importants et qui permettent aussi de faire des ponts qui donnent, possibilité d'être tous ensemble les plus forts et justement de dépasser aussi
nos enjeux, chacun et chacune, dans nos identités propres et de voir ce qui nous rassemble et ce qui fait qu'on a intérêt à lutter ensemble, quoi. Mmh. Et il y a aussi, toujours ce qui est transversal dans tes travaux, il y a aussi, alors le mot rejet, il est peut-être un peu fort, mais l'idée qu'il ne faut pas se limiter aux solutions individuelles, mais pour toi, il faut se centrer aussi sur les structures. C'est pas seulement sur je vais mieux améliorer ma vie à titre personnel qu'on va pouvoir améliorer les choses. C'est quoi, est-ce que tu penses que la gauche, on a trop été sur ça ces dernières années? Et est-ce que tu as l'impression que c'est en train de changer là, que de plus en plus, il y a un peu une autocritique sur cet aspect trop individualiste de la manière de s'émanciper? Ouais, je pense qu'on a eu une petite dérive développement personnel à un moment. Je sais pas ce que vous en pensez dans le Ouais. chat. Ah bah là, je pense que tu vas prêcher des convaincus. Ouais, oui, bah, clairement, on a eu, petite tendance développement personnel, mais aussi parce que alors moi, je parle de ce que je connais, donc du coup, féminisme et vague MeToo. C'est quand même, une vague qui a été super importante, mais qui part de mon témoignage personnel, mon histoire et la possibilité de toi raconter ton Oui. histoire sur les réseaux sociaux, donc de la mettre en scène, de vraiment savoir comment la vendre, comment la médiatiser tout simplement. Et donc du coup, ça part quand même de moi, j'ai vécu des violences, donc je suis victime, et donc le monde est méchant envers moi. Je caricature à mort, Pour moi, c'est une porte mais d'entrée, quoi. C'est c'est une le super début de la porte d'entrée. conscientisation, quoi. Mais c'est une super porte d'entrée dont je suis partiellement Ouais. le fruit, et c'est super important. Mais je pense qu'effectivement, il faut dépasser ça, parce que si on reste que dans cette idée de moi j'ai vécu des violences, je suis la seule victime, et je suis le seul sujet légitime à être victime, ça peut être aussi dangereux, surtout dans un moment sécuritaire, Ouais. d'arrivée de l'extrême droite, etc., qui elle aussi utilise beaucoup les affects victimaires. Alors attention, je ne dis pas du tout que les personnes victimes de violences sexuelles c'est la même chose que la victimisation fasciste, hein, ça n'a absolument rien à Mmh. voir. Mais c'est juste que l'extrême droite, par contre, peut aller capter ces sentiments-là pour dire ah mais t'en as marre, mais nous on va te protéger, mais on va pas te protéger de tous les hommes, mais on va te protéger des hommes racisés et ce sera déjà très bien. Et du coup, il y a si on reste dans ces affects-là, tu peux avoir cette idée de je vais chercher juste la protection, alors que nous ce qu'on cherche c'est la libération et aussi la libération économique, parce que dans la vague MeToo, ce qui a aussi manqué, c'est la question matérielle, Mmh. qui est quand même importante pour beaucoup de gens, pour beaucoup de femmes notamment, et les femmes vivent les deux, les violences sexistes et sexuelles et les violences économiques d'autant plus, et donc c'est important d'en parler et de montrer en Ouais. fait à chaque fois ce qui nous rassemble là-dedans, quoi. Oui, parce que alors moi, j'ai évolué dans les milieux décoloniaux et tout, et donc il y a eu parfois des confrontations. Alors pour moi, des confrontations saines, idéologiques et tout, et je suis quand même étonné de ouais, des évolutions qu'il y a eu dans le milieu féministe. Alors sur l'antiracisme, je ne vais même pas en parler. Enfin, on parlera peut-être plus tard de la question de la Palestine, mais les positions que tiennent les féministes et même les mouvements LGBT sur la Palestine aujourd'hui, c'était inconcevable il y a 15 ans. Mais oui, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de féministes qui vont aller lire, qui vont aller dans du marxisme, du matérialisme. Par exemple, Christine Delphi, j'ai l'impression que ça revit, ça se remet au goût du jour. Oui, complètement. Mais ça, c'est assez réjouissant. Mais c'est aussi parce que forcément, il y a une grosse génération de nouvelles féministes qui est arrivée. Et qu'en fait, c'est des personnes qui sont curieuses, Bah qui ouais. ont envie de comprendre et qui creusent et qui creusent. Et puis en fait, bah, elles se rendent compte, comme plein de gens, que bah, les choses sont liées. Et donc, elles ont envie forcément de faire des ponts. Et puis aussi parce qu'il y a un apport très important, je pense qu'il faut dire, des femmes racisées, des personnes queer racisées, qui, elles, viennent dans les luttes et disent bah non, mais en fait, ça, c'est pas OK, Mmh. ça, c'est pas, vous êtes pas à la hauteur sur tel enjeu, etc. Et qui imposent un rapport de force et qui ont bien raison de le faire et qui font bouger les lignes en interne, quoi. Comme quoi, la confrontation, parfois, c'est ça. Ça Oui, oui, permet oui. de mais même ça, même ça, le truc de se confronter, il y a 10 ans, j'ai l'impression que c'était très vite: «Ah, ça fait peur et tout», alors que là, maintenant, on a accepté un peu l'idée de bon, en plus, je pense qu'il y a le risque du fascisme qui fait qu'on peut quand même se permettre de se bousculer un petit peu, vu l'urgence. Hem, donc il y a ça, tu montres le caractère construit de l'hétérosexualité, même le caractère construit de la masculinité. Tu montres qu'il y a une masculinité avant où, même il y avait un amour, plus que fraternel. Les hommes pouvaient dormir ensemble, même l'amour chevalier où les chevaliers, il y a, pour eux, le véritable amour, c'était que seulement qu'entre hommes. Mais en plus, ce que je trouve étrange, c'est que les fachos ne croient pas à cette, idée de la construction, alors même que, et pour eux, c'est naturel d'être un homme, alors même qu'ils ont des coachs en séduction. Oui, oui, Des oui, oui. des gens qui apprennent à donc je et d'ailleurs, eux, ils ont un rôle délétère au sein de pour toi, c'est vraiment des exemples, de modèles qui, détruisent pas mal de vies, même chez les garçons, qui peuvent avoir un complexe par rapport à ça.
Oui, bah, qui leur font perdre du temps, de l'énergie, De l'argent. Ouais, de l'argent et puis oui, moi, genre, c'était marrant parce que la dernière fois, je regardais une vidéo, d'une grosse faf et qui disait que beaucoup qui avouait qu'énormément de fachos, à la fin, finissent par se suicider ou à être en énorme dépression et ça, je pense qu'il faut le dire parce que ça donne un Ouais. peu la pêche. Non, Ouais. mais du coup, pardon, je suis sans filtre aujourd'hui, mais Vas-y, y a mais, pas de souci. mais que ouais, ils sont malheureux, en fait. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand Je savais pas comment rattraper le truc, hein. L'illustrie, on y va, on assume. non, mais que du coup, enfin, une fois qu'ils en ont fini avec bah, tous les affects de haine, de violence, de fureur, vraiment, bah, c'est vrai que tu restes un peu, ton âme, elle reste un peu des cendres, quoi. Enfin, il y a plus rien. Une fois que toute cette colère, Ouais. toute cette haine, quand elle retombe, comme tu t'es dit que absolument tout le monde est méchant, que tout est danger, tout Oui, il y a un est... côté nihiliste presque. Oui, bah, complètement. Et Hein. donc après, oui, il y en a qui tombent en nep, quoi. Mais le monde des fachos, il est pas rassurant parce que c'est vraiment l'idée que c'est tout le monde contre tout le monde. Il faut être le plus fort pour survivre. Il n'y a pas de place pour l'empathie. À un moment donné, oui, mentalement, ça te bouffe, quoi. Tu peux pas vivre sereinement avec ça, hein. Ouais, je pense. Salut Twitch gauchiste. Tu connais? Non, je Tu connais connais pas. pas Twitch gauchiste? C'est un gars sur Twitter qui regarde tous les contenus de gauche sur Twitch et qui après, un droitard, hein, et qui après fait des extraits en mode ah il a dit ça, il a dit ça. Oh oh. Euh, Oh, ça va, je suis plus un red Ouais, près, hein. non, mais de toute façon, on le salue d'ailleurs au passage parce que ça n'a pas gros impact, quoi. Les fachos sont choqués dès qu'on dit un truc de gauche. Tu parles aussi de la dialectique de la loi du père, Ouais. qu'il faut la connaître pour la combattre et qu'il faudrait trahir le père. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? Ah oui, ça remonte. Ah, je suis désolé. Oui, donc en fait, bah, dedans, il y a un passage dans Les hommes hétéros le sont-ils vraiment où je parle du fait que nos structures, elles sont très verticales avec à chaque fois un chef qui est le chef de son champ, pour reprendre Bourdieu. Donc les champs, c'est les domaines et du coup, les gens peuvent avoir des guerres de chapelle. Oui, c'est pas là où on cultive. Voilà, c'est pas là où on cultive. Et donc, du coup, il y a une bataille interne, en fait, pour monter à la tête du champ et pour être le dominant de son champ. Puis après, il y a une bataille entre les champs pour, du coup, être le champ le plus influent de tous les champs. Et c'est un peu pareil avec les pays où les nations vont être en compétition économique pour être... Et donc là, Trump, malheureusement, bah, c'est la loi du père, c'est lui le père Oui. à tous Mais les il se niveaux. joue même comme le père de la nation. Exactement, donc le père de la nation, le père du monde, le dominant. Et donc je pense que en fait c'est une façon, enfin cette idée de loi du père, c'est une façon de questionner en fait la verticalité des structures, L'autorité. et l'autorité et le fait qu'on nous apprend à chercher en fait une figure qui va rassembler, paternelle et de plus en plus maternelle aussi, hein, parce que coucou Giorgia Meloni, Marine Le Pen, Alice Weidel, etc. Donc cette idée de parents rassurants est vraiment au cœur du récit national et de tous les symboles nationaux qu'on a. Enfin, par exemple, Marianne, elle a le sein nu parce qu'elle nourrit le peuple. Vraiment, cette idée, elle est assez centrale. Donc, c'était un petit peu l'idée de questionner d'une façon un peu différente la verticalité de nos milieux, quoi. Et en fait, pour toi, parce qu'on voit que effectivement, la virilité, la masculinité, l'hétérosexualité, ça peut faire souffrir des personnes dominées par leur domination, mais ça leur procure aussi des avantages. Et même au-delà des avantages, dans certaines classes, moi je pense par exemple aux hommes prolos, racisés et tout, c'est presque parfois le seul capital qui peut le mettre en avant pour se sentir grandi. Toi, c'est quoi les conseils que tu donnerais pour essayer comment dire, de motiver, je dirais, mais d'essayer de convaincre ces personnes-là de se dire que c'est pas non plus des voies qui sont désirables, ou est-ce que pour toi ça sert à rien d'essayer de les convaincre, ça passe par un rapport de force où les femmes et les personnes féministes, queer, disent non mais ça ne peut pas continuer comme ça. Voilà, est-ce que c'est plutôt le rapport de force ou il faut aussi essayer de convaincre ceux d'en face? Je pense qu'il y a le rapport de force et il y a le fait d'assumer que les êtres humains, ils ont besoin de reconnaissance sociale et que la reconnaissance sociale aujourd'hui, elle passe souvent par le fait de dominer. Du coup, pour prendre l'exemple d'un mec, ça va être d'avoir une meuf jolie à son bras, qui est obéissante, etc. pour caricaturer à mort. Et en fait, c'est pas hyper cool. Enfin, c'est pas... Alors qu'il y a d'autres façons d'obtenir de la reconnaissance sociale qui vont t'apporter à toi du bonheur, etc. et qui vont aussi apporter à la communauté, donc plutôt valoriser, je sais pas,
Je vais prendre un exemple hyper bateau, mais je sais pas si par exemple tu t'investis dans les jardins ouvriers à côté de chez toi, bah du coup c'est cool parce que tu jardines, c'est quand même fun. C'est cool de Et jardiner, en plus tu donnes de quoi nourrir la communauté et Ouais, du coup t'es reconnu socialement pour quelque chose qui est quand même chouette pour toi et chouette ouais, pour les autres et c'est mieux que de la reconnaissance sociale qui passe par la domination. Mais ça c'est pour ça aussi que ça s'inscrit toujours dans un système où s'il y a plus de liens sociaux, s'il y a plus ouais, ouais, de tissus de vie civile, etc., bah, du coup, tu te ouais. retrouves à tirer ta reconnaissance sociale de la compétition, puisque je pense que c'est aussi important de le remettre dans le capitalisme qui nourrit beaucoup ces affects de compétition, de concurrence, Ouais, de hiérarchie même. oui, voilà, de loi du plus fort, Parce que la etc., guerre entre etc. les hommes pour la domination, elle est aussi, alors c'est en commune mesure avec la domination des femmes, mais il y a aussi une guerre intense à l'intérieur de la virilité. Complètement. Et c'est vrai que, en fait, parce que tu dis, l'une des glorifications de la vérité, c'est aussi, moi, c'est ce que j'essaie d'explorer, c'est que le modèle qu'on met de l'homme parfait, l'homme, hégémonique, c'est celui qui a une famille et sait subvenir aux besoins de sa famille et même pas seulement les besoins de nourriture et tout, de vraiment lui donner une vie, épanouie, les vacances, ci, ça et que pour beaucoup d'hommes, ça devient très compliqué et donc s'ils ont vraiment comme seul modèle ça de masculinité réussie, bah, ça va être ils vont être devant de grandes déconvenues et c'est vrai que proposer d'autres manières d'être fier d'être un mec, c'est peut-être intéressant et oui, peut-être, aller jardiner, hein. Aller jardiner. Et tu parles aussi de faire sa vie sans les hommes. Et ouais, c'est les idées de Wittig, c'est ça? C'est le lesbianisme politique et donc est-ce que tu pourrais préciser un peu plus? Et est-ce que ça peut pas aussi là poser des questions sur où il y a certaines femmes qui vont dire: «Oui, mais ça va pas régler les questions de racisme», Oui, complètement. Moi, je suis pas dans un truc de dire, les femmes doivent être absolument, lesbiennes ou doivent être absolument que entre femmes parce Ouais. que, même moi, je le vois, des fois, j'ai plus en commun avec un mec prolo neuroatypique, parce que, neuroatypique, on va plus rigoler et connecter qu'avec, une meuf lesbienne qui va être, très bourgeoise et très normiste, tu vois? Ouais, Donc, ouais, ouais, bien les sûr. choses sont un peu, s'agencent, différemment. Mais par contre, je pense que pour beaucoup de femmes, hétérosexuelles, à un moment, il y a une désillusion si toute leur vie est tournée vers la mise en couple et la réussite de ce couple-là, la réussite de la famille, la réussite de ce modèle-là, bah, comme pour les hommes, il peut y avoir une déconvenue. Donc moi, ce que je dis plutôt, c'est de décentrer en fait les attentes sur le couple hétéro et le fait de mettre toute son énergie et en fait justement de cultiver d'autres liens. Et là, ça peut être compatible avec l'antiracisme puisque Mmh. cultiver des liens entre communautés, avec sa famille élargie, etc. etc. Donc voilà. Ouais. Je regardais un petit peu les commentaires. Marianne a le sein nu car c'est une image de propagande créée par la réaction pour critiquer la révolution. Parfois, il y a des commentaires, je ne sais pas pourquoi ils arrivent comme ça, mais c'est juste que je pensais à ça parce que tu en parles dans ton livre sur l'extrême droite. Et donc, c'est celui-ci, là, c'est Les Vigilantes, surveiller et surveillantes ces femmes au cœur de l'extrême droite. Et moi, j'ai été particulièrement surpris par le livre parce que, en fait, au départ, je pensais que ça allait être une enquête au cœur de l'extrême droite, un peu un état des lieux, de qui compose cette extrême droite, de ses figures et tout. Mais non, pour toi, c'est plutôt une analyse des processus de droitisation, de ce qui attire là-dedans, ce qui fait le système là-dedans. Et toujours, pour toi, c'est important, c'est que c'est pas juste des gens qui deviennent méchants, c'est aussi lié au patriarcat même, au racisme même. Et pour toi, s'il y a des femmes qui rejoignent l'extrême droite, c'est aussi dû au patriarcat. Oui, complètement. Mais même, j'irais jusqu'à dire que certaines violences que des mères peuvent exercer sur leurs enfants, par exemple, c'est aussi des violences qui viennent du patriarcat, dans le sens, c'est bah, l'hétérosexualité normative avec ce qu'elle demande aux femmes et ce qu'elle demande aux hommes, qui fait qu'il y a des violences qui sont exercées sur les enfants notamment, ou sur d'autres personnes dans la population. Hmm. Voilà, j'ai oublié la question, mais... Oui, pour toi, je te disais que c'était important de montrer le processus et de lier oui. ça au patriarcat, que c'est pas juste des méchantes filles qui sont devenues d'extrême droite. Pour moi, et tu montres aussi qu'il y a une longue histoire, c'est pas un phénomène nouveau, parce qu'on a l'impression qu'on découvre que des femmes peuvent être d'extrême droite. Non, toi, tu montres que quand on étudie un peu l'histoire, il y a toujours eu un lien entre certaines femmes qui rejoignent des projets racistes, colonialistes ou même le nazisme. Oui, eugéniste aussi, complètement. Mais parce qu'en fait, toutes les femmes ne sont pas, dans la même, famille, ni dans le même bateau et il y a des femmes qui sont à l'interstice entre 2 groupes sociaux. Un groupe, qui compte, celui, d'être blanc, par exemple, et un groupe qui compte pas, celui d'être femme. Donc certaines vont choisir plutôt le camp de l'émancipation et essayer de faire en sorte que toutes les personnes, qui subissent des discriminations,
soit libérée, et d'autres personnes qui vont se dire oh là, c'est quand même trop compliqué la révolution, c'est quand même vachement plus simple d'essayer d'entretenir le statu quo. Et certes, en tant que femme, j'aurais toujours une place de second violon, mais vaut mieux avoir une place de second violon qui est quand même lisible que de basculer dans le camp des monstres, entre guillemets, et donc de perdre ce que j'ai déjà. Donc je vais essayer de renforcer le statu quo, essayer au passage de négocier un peu ma place, la place de mon groupe de femmes privilégiées, etc. Même si j'aurais jamais le premier rôle, je suis déjà sur le podium, quoi. C'est un moyen pour elle d'avoir des rétributions malgré l'oppression qu'elle vive, c'est ça? Mais en tout cas, d'avoir une place lisible, donc c'est-à-dire d'être lue dans l'appareil nationaliste. Donc c'est-à-dire qu'on va considérer, certes, que c'est des êtres humains subalternes, mais c'est des êtres humains quand même, alors que une partie de la population, c'est pas du tout des êtres humains, et voire faut les éradiquer, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais et c'est ça qui est intéressant aussi dans ces études, c'est qu'on voit que on peut pas se contenter de valeurs morales entre c'est bien, c'est mal. Alors, c'est plutôt mal, mais tu montres que effectivement elles adhèrent à ce projet, mais en même temps elles sont dans des relations un peu complexes où elles sont toujours subordonnées à leur mari et elles ont un pouvoir qui est assez limité malgré tout. En fait, ils ne s'exercent que sur ceux qui sont en bas et elles n'auront jamais les premiers rôles. Oui, c'est ça, mais elles tirent par contre une jouissance de la violence qu'elles exercent sur plus dominés qu'eux. Donc c'est pas du tout un... Elles peuvent... Toi, tu veux pas qu'on dise trop que tu as trop d'empathie pour elles. Bah, non, mais c'est même pas ça, c'est que je pense que c'est un peu tabou le fait de dire que des femmes peuvent jouir de la violence, mais qu'il faut aussi le dire pour... Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de dire que ce sont des adversaires politiques, parce que souvent on entend que ce sont des idiotes utiles, ou qu'elles sont un peu... qu'elles auraient pas compris, qu'elles seraient pas assez éduquées sur le féminisme, ou que sais-je. Et je trouve que c'est hyper condescendant. Parce que, oui, c'est sexiste, parce qu'en fait, elles ont une stratégie politique, elles y trouvent certains avantages. Ça veut pas dire que sur le long terme... nous, on peut se dire sur le long terme, elles prennent hyper cher parce que effectivement, les militantes à l'extrême droite, dans leur groupe, elles prennent super cher, surtout plus elles avancent en visibilité, et surtout quand elles sont un peu des électrons libres, genre Thaïs Descuffon, ça allait quand elle était porte-parole de Génération Identitaire, donc un groupuscule pareil d'extrême droite ultra virulent, et du moment où elle a eu sa chaîne YouTube, même si elle a été la plus masculiniste possible, la plus raciste possible, la plus affreuse possible, quoi, mais comme c'était quand même un électron libre qui appartenait pas à un parti, qui appartenait pas à un groupe structuré, où elle est juste une égérie qui est là pour dire être une vitrine, quoi, bah, elle est quand même un peu électron libre, donc là elle s'en est pris plein la gueule parce que c'est impossible qu'une femme ait de l'autonomie, c'est quand même pas ce que veut l'extrême droite, et du coup l'extrême droite et les femmes d'extrême droite sont toujours dans ce fil de funambule de la haine, comme je dis, à essayer de négocier, parce qu'ils ont besoin quand même de mettre des femmes en avant, mais quand elles prennent un peu trop, et elles tirent aussi. Qu'elles restent à leur place. Et il y a des luttes de pouvoir internes en fait, et c'est ça qui est intéressant à analyser. Et est-ce que c'est compliqué à négocier, parce qu'on pourrait faire le parallèle aussi avec nous sur l'antiracisme, mais quand il y a une femme qui est d'extrême droite et qui subit le sexisme, ce serait quoi la position à prendre? Je veux dire, si y a un truc, comme il y a eu Giorgia Meloni, où il y a eu des photos, des photomontages d'elle dans des positions sexuelles, par exemple, qui ont été faites. Après, on lutte contre le sexisme de façon générale. Moi, je pense que ce qui est important, c'est aussi de se dire pourquoi... Excuse-moi. Pardon. Non, juste, il y a quelqu'un qui parle de Stéphane Edouard aussi comme autre exemple de sexisme avec Thaïs Descuffon. Oui, c'est ça, oui, où il lui demande de rapporter le café, c'est ça? Oui, c'était hyper fort cette séquence où Alice Cordier qui a été frappée au visage par Baptiste Lemarché parce que Baptiste Lemarché considérait qu'elle lui avait volé un partenariat. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a cette idée que dès que les femmes d'extrême droite accèdent à des avantages matériels, ça va pas, parce qu'elles doivent rester des femmes, donc du coup faire ça bénévolement, grand sacrifice pour la cause, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils adorent Jeanne d'Arc. Que même si Jeanne d'Arc, elle transgresse des normes de genre, à la fin, elle est brûlée. Donc bon, elle retourne quand même à la cuisine, non, au bûcher, mais bon, bref, tu vois, elle revient à sa place, quoi. Et du coup, j'ai oublié encore C'est à cause de moi. Et je te disais, comment vous négociez, vous dites... Parce que nous, notre posture dans l'antiracisme, c'est de dire que même la pire ordure d'extrême droite, on n'accepte pas le racisme. C'est-à-dire que, par exemple, Meir Habib, qui est un pro-israélien, pro-génocide, pour nous, on n'accepterait pas qu'on l'attaque à partir du fait qu'il soit juif. J'imagine que vous avez à peu près la même position. Oui,
Oui, oui, et d'ailleurs, c'est un problème des fois qu'on a à gauche dans le sens où, moi j'avais écrit un article sur ça, sur le fait que parfois à gauche, il va y avoir, justement pour décrédibiliser Marine Le Pen, par exemple Libération, bon je sais pas sur voilà, mais Libération, a fait beaucoup d'articles extrêmement sexistes sur Marine Le Pen où Ah il la ouais? considéré, à l'époque, hein, quand elle a D'accord. commencé à être médiatisée en 2012-2013, très fortement, je veux dire à la tête du FN à l'époque, où il l'a comparée à une travailleuse du sexe, où il l'a comparée Ah du coup ouais? à une tenancière de bar et en fait ça a été prouvé, des études qui ont été faites qui ont prouvé que ça a participé à la rendre populaire. Parce que du coup, pour les personnes des classes populaires, bah, ils s'identifiaient à la tenancière de bar, à la travailleuse du sexe, etc. Et du coup, ça lui donnait un côté sympathique. Donc en plus, politiquement, c'est absolument naze d'appuyer sur ce genre de choses. Ça lui Mmh. profite. Et du coup, ça, en plus, ça construit une image de ces femmes-là plus fragiles. Et après, elles se victimisent aussi par derrière. Et elles ont raison de le faire puisqu'on leur tend la perche en faisant ça. Donc c'est complètement contre-productif. Donc évidemment, éviter absolument tout ce qui est sexisme pour combattre l'extrême droite et le combattre parce que ça leur sert. Maintenant, quand il y a par exemple des histoires de personnes, enfin qu'on va mettre en avant, par exemple une victime en particulier parce que son agresseur avait pas de papier, par exemple, je pense que c'est important de dire bah, on défend toutes les victimes, mais par contre de questionner pourquoi est-ce qu'on parle que de cette victime, Mmh. et alors que cette victime, elle est déjà souvent arrivée au procès, elle va potentiellement gagner son procès, alors que l'immense majorité des femmes ne se disent même pas qu'elles peuvent juste passer les portes d'un commissariat, ou Mmh. que juste c'est un viol. Enfin, tu vois ce que je veux Comment ça se dire? fait que là, la justice fait son travail, bizarrement? Oui, et qu'en fait, juste l'immense majorité des femmes des classes populaires, elles se reconnaissent pas forcément dans les mesures qui vont leur dire de juste aller porter plainte, parce que la plupart se disent que le système n'est pas avec elles et qu'elles seront Mmh. jamais écoutées et légitimes. Et ça, je pense que c'est des choses à mettre aussi en lumière, la dissymétrie en fait entre les bonnes victimes et les mauvaises victimes, celles qu'on écoute, celles qui sont entendues, et celles qui le sont pas du Mmh. tout. Bon. Et quand, par exemple, là, on voit que tu l'as cité, il y a de plus en plus de femmes qui arrivent à la tête de partis d'extrême droite, que ce soit en France, en Italie, en Allemagne. Euh, Est-ce que paradoxalement, c'est une avancée du féminisme ou pour toi, c'est non, c'est le patriarcat qui fait ça? Bah, je dirais que si elles sont arrivées là, bah, c'est bien parce que maintenant il y a le droit de vote pour les femmes, et Oui. cetera. Enfin, que maintenant les femmes peuvent se présenter, donc oui, c'est une conséquence, de ça. Par contre, c'est, effectivement un masque, du patriarcat, le fait de les mettre, à la tête pour absolument plein de raisons, qui sont, évoquées dans le livre, parce que c'est pas toujours, pour exactement les mêmes raisons, mais elles vont incarner vraiment cette idée à chaque fois de la mère de la nation. Et si tu regardes, elles ont des différences, mais il y a quand même un socle commun. C'est le fait qu'elles soient blanches, Hmm. qu'elles soient mères et qu'elles aient été mariées. Donc même si elles sont divorcées, même si Alice Weidel, par exemple, en Allemagne, eh bien, elle est lesbienne, mariée avec une femme qui n'est pas allemande et elles habitent pas en Allemagne, mais elle a quand même été mariée, elle a quand même des enfants et elle est blanche. Oui. Et la plupart du temps aussi, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que les femmes mises à la tête de l'extrême droite, elles y sont parce qu'on va les présenter comme les héritières les plus légitimes. Et donc, un peu comme les reines et les rois, enfin, il y a déjà eu des reines, pourtant, il y avait quand même un patriarcat. Et ben, c'est Ouais. vraiment cette logique que c'est parce que bah, Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, Alice Weidel, petite fille de nazi, pareil en Amérique du Sud, énormément sont soit l'épouse, soit la fille, soit la sœur. Et l'exception un peu, c'est Giorgia Meloni, du coup, qui n'a pas de liens familiaux, mais elle-même va appuyer beaucoup ce récit de moi, mon père marronnier, il était de gauche, et du coup, en gros, mon père symbolique, c'est Mussolini, et Hmm. moi, je suis le plus à même D'accord. de le faire revenir parce que justement, j'ai une image plus apaisante, etc. Et donc, D'accord. je suis l'héritière par ça. D'accord. Ouais, ouais, donc c'est pas victoire féministe totale. Faut tempérer le truc, quoi. Et tu, ce que tu montres dans le livre, donc là, on a parlé un peu de fémonationalisme, comment des femmes rejoignent l'extrême droite. Il y a aussi l'homonationalisme, des personnes homosexuelles. Alors, ça va être surtout homosexuel parce que les personnes trans, ça va être beaucoup plus compliqué, même si on a deux, trois exemples par-ci, par-là, notamment aux États-Unis. Et donc, pour beaucoup, il y a l'idée que en fait, le mot nationalisme, le fémonationalisme, c'est la récupération des luttes féministes ou LGBT à des fins racistes. Et par exemple, l'idée de liberté sexuelle pour imposer des guerres dans les pays du Sud. Mais est-ce que c'est pas aussi... moi, j'ai l'impression que parfois, on élude trop le problème et j'ai aussi l'impression qu'il y a des gens qui ont été, même par progressisme, convaincus ne serait-ce que sur les questions LGBT, de l'universalisme de cette manière de le vivre et qui ont pu, malgré eux, participer à légitimer des guerres de conquête.
mais que malgré tout, là, il y a petit à petit un travail d'autocritique et de revenir sur ces théories-là. Qu'est-ce que tu en penses de... Ouais, je pense qu'il y a encore du travail, hein, sur ces Ouais, questions-là et qu'on est au tout début. Notamment, l'homonationalisme, on n'en parle pas beaucoup en France. On parle un peu plus de fémonationalisme, mais l'homonationalisme, il n'y a pas beaucoup de livres, par exemple, qui sont sortis dessus. ouais, il y a que celui de Poire, Bah voilà, oui, qui est une traduction et qui commence un petit peu à aux éditions remonter. Amsterdam. Ouais. Donc ça, c'est sûr, et puis je pense surtout qu'il y a aussi beaucoup de gens qui comprennent pas que l'homonationalisme ou le fémonationalisme, c'est toujours d'abord évidemment du racisme, de l'impérialisme en premier lieu, mais c'est aussi du sexisme et de l'homophobie. Parce qu'en fait, c'est vraiment, dire, pour caricaturer que les femmes et les LGBT sont fragiles, sont des personnes à protéger, à couver, à défendre, Mmh. qu'il faut du coup un État autoritaire fort, militaire pour, pour les protéger comme s'ils pouvaient pas se défendre eux-mêmes, se libérer et qu'ils seraient toujours contraints d'être protégés, que c'est genre naturel en fait. Mmh. Et du coup, les politiques homonationalistes ou fémonationalistes ont besoin que les LGBT et les femmes restent à leur place et restent dominés pour pouvoir justifier justement des avancées sécuritaires, impérialistes, etc. Mmh. Donc ils visent pas du tout à leur libération puisqu'ils ont besoin d'eux comme d'un outil Bah, pour continuer à être racistes, quoi. oui, justement, là, dans le livre, tu parles de cette notion de vigilance. Et là, c'est aussi une partie importante de ton œuvre. Et tu montres qu'en fait, il y a une vigilance contre le sentiment d'une menace, le sentiment d'une impureté, d'une infiltration, de quelque chose qui s'immisce et qui représente un danger. On va en parler, mais ça peut être l'islam, ça peut être les personnes trans, ça peut être le grand remplacement, ça peut être la féminisation. On se rappelle Zemmour qui parlait de la féminisation de la société. Et sur ce truc de vigilance, est-ce que tu penses que dans nos analyses, on a tendance un peu à sous-estimer le poids de la peur et comment la peur peut convaincre les gens d'adhérer à ces idées-là? Par la vigilance, j'entends pas forcément la peur, mais j'entends aussi la notion de contrôle. Donc d'être Ouais. vigilant envers soi-même, tu vois, les femmes d'extrême droite, on va leur demander d'être vigilantes d'abord envers elles-mêmes, donc faire attention à comment elles parlent, à leur poids, etc. Et vigilant envers les autres avec cette idée que je me contrôle, du coup j'ai le droit de contrôler les autres. Donc là aussi, dedans, il y a une forme de plaisir un peu presque masochiste quand c'est pour soi, ou un peu dominateur, quoi. Mais du coup, il y a cette idée de contrôle et aussi, oui, l'idée de peur et de repli, elle va aussi avec les crises, tout simplement, parce qu'en fait, ce que va essayer de faire l'extrême droite, pour le dire vraiment de façon très caricaturale, c'est de capter le sentiment des gens qui ont peur de redescendre dans la hiérarchie sociale ou qui ont peur de Mmh. perdre en fait le petit confort matériel qu'ils ont Ouais. et d'essayer de le recapter et de le détourner cette peur-là vers en gros des boucs émissaires, j'aime pas cette expression, mais Ouais. voilà, pour justement que les gens ne questionnent pas leurs conditions matérielles Mmh. d'existence, quoi. Oui, et donc tu parles de contrat de vigilance. Donc pour toi, le contrat de vigilance, tu parles aussi de hédonisme sécuritaire. C'est super intéressant tout ce truc sur le sécuritaire parce que j'ai l'impression aussi que c'est le grand piège du moment. Mais le contrat de vigilance, c'est un contrat qu'on passe avec les institutions pour qu'elles nous protègent. Donc on autorise la police, par exemple, à tuer un enfant sous prétexte qu'il aurait pu être un danger. Et un contrat de vigilance envers nous-mêmes parce qu'on s'auto-contrôle, c'est ça? Ouais, l'idée de contrat de vigilance, c'est le contrat social qu'on va donner aux gens qui sont justement à l'interstice de ce qui compte et de ce qui compte pas. Donc typiquement, aux femmes, on va leur dire: «OK, bon, ces 50 dernières années, vous avez acquis quelques droits. Vous aurez le droit à une citoyenneté conditionnelle». Conditionnelle au fait d'être une bonne femme. Parce qu'aujourd'hui, toutes les femmes n'ont pas un même accès véritable aux droits. Mmh. Si tu une femme, sans papier, travailleuse du sexe, une femme trans, bah, tu pas le même accès aux droits. Parce que tu n'es pas la bonne femme qui fait bien comme il faut. Donc on va dire, si tu veux des droits, en tant que femme, tiens-toi à carreau. Donc c'est une façon de contrôler. Donc c'est pour ça que je parle de contrat de vigilance, parce qu'il faut qu'elle soit vigilante envers elle-même et vigilante envers les autres, et respecte le cadre qui est conditionnel. C'est pas juste Mmh. on est humaniste et il y a des droits humains pour tout le monde, etc. Mmh. Parce que c'était pour réactualiser un peu la notion de contrat sexuel qui a été écrite dans les années 70, mais du coup à une époque où les femmes venaient à peine d'avoir un compte bancaire, donc l'autorisation pardon d'avoir accès à un compte bancaire. Donc aujourd'hui on n'est plus trop dans la même rapport au droit, mais il reste quand même questionnable. Mais j'ai l'impression que c'est aussi comme ça qu'on accepte de plus en plus de dingueries et de folies dans nos vies, que ce soit la place de la police, la place de l'armée, et je veux dire, moi, il y a tout simplement le nombre de caméras de sécurité, mais en plus avec cet argument que je trouve dingue, c'est ah mais il n'y a pas de problème si tu n'as rien à cacher. Tu vois. Exactement. Si tu n'as rien à cacher, tu peux montrer ta vie, il y a pas de. Mm. Donc oui, moi j'ai l'impression que vraiment on sous-estime à quel point la peur et la menace
nous fait accepter un ordre totalement autoritaire et gravement répressif. Ouais, mais c'est hallucinant. Tu vois que tu as des lycées de plus en plus maintenant où il y a des caméras de surveillance dernier cri Ouais, dans les lycées, alors qu'il n'y a pas assez de profs. Donc, tu vois, c'est en mode vous n'avez pas d'hôpitaux, mais vous avez des caméras, vous avez pas. ouais, Vous avez. Enfin, c'est hallucinant. Et effectivement, il y a beaucoup cette idée de mais moi, j'ai rien à me reprocher, mais ça aussi, c'est pas nouveau. C'est des ouais, choses qu'on entendait malheureusement il y a 100 ans. ouais. Et on Mais sait comment ça a fini, voilà. Non, mais non, mais même, c'est vrai qu'il faudra avoir une discussion autour de, même comme tu as dit là, de l'hédonisme sécuritaire, parce qu'il y a tout un truc autour du danger et tout. Et moi, j'ai l'impression que les gens vivent dans un fantasme où je pense que même dans une société parfaite, il peut y avoir des risques, quoi. Mm. Faut arrêter de croire qu'on peut vivre dans une bulle où rien ne pourra jamais nous arriver. Alors, il faut toujours faire le plus pour qu'il y ait de moins risques possible, mais pour moi, ça ne passe pas par plus de répression et plus de flics dans la rue. Et on oublie aussi que souvent, des flics peuvent aussi agresser, quoi. Je veux dire, Bien sûr. qui nous Qui nous protège? protège de la police? Mais complètement. Mais même sur la question du harcèlement de rue. Enfin, Marlène Schiappa, quand elle est arrivée, elle a dit je vais lutter contre le harcèlement de rue. Elle voulait juste rajouter des effectifs de police dans les quartiers populaires. Et en fait, on sait qu'il y a du harcèlement de rue qui vient de la police, donc Oui, déjà. Et en plus, c'était juste une mesure pareille raciste. Et en plus, c'était intéressant parce que le second penchant de cette loi sur le harcèlement de rue, c'était de dire que tu vois, les commerçants, ils pouvaient mettre une petite étiquette pour que tu rentres te réfugier si t'es harcelé dans la rue. Donc symboliquement, c'est dire aux femmes qu'elles justement, elles seront jamais en sécurité dans l'espace public et qu'il faut qu'elles rentrent symboliquement à l'intérieur si elles veulent vraiment être en sécurité. Donc on voit là comment c'est d'abord raciste et ensuite sexiste oui, toujours. toi, tu dis que le problème de ça, c'est qu'on enferme trop la femme dans une position de victime, non pas tant qu'elle n'est pas victime du patriarcat, mais que ça donne l'impression qu'elle peut pas se défendre et qu'elle doit avoir peur, et donc ça la fait échapper de l'espace public où elle devrait, mais comme aussi les personnes queer, elles devraient affirmer leur présence, c'est ça? Complètement, et surtout affirmer une présence collective, parce que je pense qu'on en revient à cette idée que t'es plus en danger quand t'es isolé. Et c'est pour ça aussi que, tu vois, les manifestations féministes qui ont été le plus réprimées par la police ces dernières années, c'était les manifestations féministes, souvent du 7 mars pour parler de Paris, qui sont des Mmh. manifestations féministes de nuit, donc qui revendiquent de récupérer l'espace public la nuit, mais qui sont aussi des manifestations anticapitalistes, anti-impérialistes, etc. Et donc là, le fait qu'il y ait des femmes et des personnes queer qui revendiquent l'espace public tout en disant on ne veut pas de la police qui vient nous encadrer, on revendique de se réapproprier l'espace public de manière autonome et révolutionnaire, ah bah ça ils aiment pas du Mmh. tout parce que justement ça contredit tout le récit homonationaliste et fémonationaliste dont ils ont Bah oui. besoin pour faire avancer des lois Oui, sécuritaires et oui. racistes. Oui, et en plus, ils aiment pas ça quand les personnes, ça me fait un parallèle avec la Palestine, quand ils construisent tous un discours pour justifier leur action, notamment là pour protéger les LGBT, les queers sur, les Palestiniens, les islamistes et tout, et ils pètent des câbles quand ils voient que les queers soutiennent la Palestine, quoi. C'est vraiment pour eux, ça devient les ennemis suprêmes Ouais. parce qu'ils cassent tout le récit qu'ils essayent de mettre en place. Mais ça, justement, je me suis embrouillée avec je sais pas combien de consoeurs et confrères à expliquer que dire chicken for KFC à des personnes queer qui soutiennent la Palestine, c'est homophobe. Oui. Bon, c'est raciste, mais c'est aussi homophobe. Elle me dit ah non, je vois pas en quoi c'est homophobe et tout. Je dis ah bah si, parce que ça veut dire que tu pré-penses à notre place qu'on devrait penser, tu nous enlèves toute agentivité. Et tu nous remets dans cette situation de on serait bête, on n'aurait pas la Mmh. capacité politique de comprendre ce qui nous amène à penser, et on aurait besoin de ta protection en tant qu'hétéro blanc Mmh. parce que les autres ils seraient méchants avec nous et toi tu serais parfait. Enfin, tu vois ce que je veux dire, genre. Et tu Oui. nies en plus toute l'homophobie qu'on vit en France Oui, oui, aujourd'hui, comme quoi. si la situation était aussi parfaite en France. Et il y a quelqu'un qui dit, j'avais une élève qui, parce que voilée, s'est fait agresser par la police sur le trajet du lycée. Et ça me fait penser que là, tu parles de harcèlement de rue, qu'on a mis plus de flics. Et aussi, on a mis des armes aux flics parce que ça devient de plus en plus dangereux. Et les flics peuvent rentrer chez eux avec des armes. Et parfois, c'est leur femme qui paye Bien le. sûr. Donc, il y a vraiment une boucle comme ça qui est assez hallucinante, qui est absurde. Ouais. Mais d'ailleurs, si ça vous intéresse, là, pour problématique, un des premiers contributeurs qui va participer, ce sera Jean. Attends, je dis pas de bêtises, Jean Stera, qui a écrit sur Mirage Gay à Tel Aviv. C'est C'est pas Stern, Stera. non? Jean Stern. Oui, Alors, pardon. le chat va nous aider, Oui, mais alors je là, crois que c'est Stern, moi, plutôt. désolée, Mais j'ai plus de cerveau, c'est vraiment la honte. mais du coup, il va écrire un article notamment sur Chicken for KFC. ah, Donc mais ça, trop c'est bien. cool. Ouais, Jean Stern, oui, Jean c'est ça. Stern, ouais, Jean c'est Stern. ça. Non, parce que Mais il y j'étais avait là, aussi, je me rappelle. Marguerite Stern, Jean Stern, non, là, tout se mélange, ça commence Non, Jean Stern, c'est bien. Mirage Gay à Tel Aviv, Oui, Jean c'est ça. Stern. Merci beaucoup. Ils sont bons, le chat. Oui, Hein. ils sont vraiment Ouais, forts, ils sont merci réactifs. beaucoup. Mais ça me fait penser que oui, même, tu avais parce que c'est arrivé assez vite après le 7 octobre, tout un discours homophobe,
sur il faut sauver les Palestiniens et donc détruire Gaza. Ouais. Et il y avait des queers palestiniens qui avaient fait une tribune pour dire que non, pas en notre nom, et que nous, la priorité, avant de parler des droits LGBT, bah, c'est De de pouvoir survivre. vivre, oui, voilà, à Gaza. Morgenstern ou Pierre-Édouard Sterrin. Ouais, sont pauvre Jean, catastrophiques. pauvre Jean, il n'est pas loin de la catastrophe. Mais oui, et puis en plus, enfin, désolé, mais enfin, la société israélienne, il y a quand même la moitié qui dit que être gay c'est une abomination. Enfin, Ouais. je veux dire, Oui, c'est loin d'être, enfin, d'où le travail de Jean Stern, mais c'est important quand même, parce qu'aussi pour les LGBT partout dans le monde, bah voilà quoi, Mm. ça entretient les deux quoi. Mais d'ailleurs, je fais une petite pub pour moi-même parce que sur ce sujet, j'ai sorti une vidéo là tout à l'heure sur la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Et en fait, je reviens sur, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait tout un discours en 2022 pour appeler au boycott de la Coupe du Monde au Qatar, pour la question des ouvriers, mais aussi pour la question de l'homosexualité. Et je pose la question de pourquoi il n'y a pas ce débat-là aux États-Unis, alors que Ouais. Donald Trump est la figure anti-woke par excellence et qu'il fait la guerre notamment, surtout aux personnes Ouais. aux personnes trans. Oui, qu'aux États-Unis, on rappelle que c'est un des pays où il y a le plus de jeunes filles mariées de force, Ouais. et que dans Oui, plein d'États, oui, âge parce qu'on légal parle de nous. 13 ans, hein, donc les États-Unis, c'est vraiment une catastrophe en termes de droits humains à plein de niveaux. Et Ouais, effectivement, on sait pourquoi on n'en parle pas beaucoup, parce que voilà. ça sert nos intérêts. Sur la surveillance, c'est les théories de Foucault où, à force de sécuritaire, la population se surveille par elle-même. Oui, Bah, tout ça à tombe fait, bien, tu le cites énormément, Foucault. bien sûr. D'ailleurs, moi, ce que j'aime beaucoup dans ton livre, c'est que déjà, après, moi, j'aime les gens qui travaillent. Ça va faire une phrase totalement de droite, mais je trouve que moi, je trouve ça excellent parce que il y a des références, mais même sur tous les sujets, tu vois, même sur le décolonial, l'antiracisme et tout. Et je trouve que c'est bien aussi ton livre parce que ça peut être une porte d'entrée pour plein de gens. Il y a presque parfois un aspect revue de lecture. Et est-ce que tu as pensé aussi comme ça, que les gens puissent avoir des références et aller creuser le sujet? Oui, complètement. Bah, c'est ce que j'aime bien faire dans mes livres, c'est mettre des références, en plus, un peu pour tout le monde. Donc vous pouvez aller voir, dans les références, parfois il y a des vidéos YouTube, donc qui sont plus accessibles pour certaines personnes qui ont pas l'habitude de lire de la théorie hyper poussée, ou justement de la théorie hyper poussée pour qu'il y en ait un petit peu, pour tout le monde. Mais je voudrais juste quand même préciser que sur le deuxième livre, j'ai été accompagnée par Hanan Karimi qui a écrit, qui est maîtresse de conférences en sociologie et qui a écrit «Les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes?» et qui m'a aidée aussi pour, Mmh. les parties, sur l'antiracisme. Parce que je savais que sur les questions queer, voilà, enfin, mais Ouais. j'avais quand même envie d'avoir le point de vue de Hanan, qui est une super personne et qui est absolument brillante. Et il faut absolument que vous lisiez tout ce qu'elle a écrit sur la féminité hérétique et les femmes musulmanes, parce que c'est super Mmh. important. Donc c'est aussi grâce à elle qu'il y a une revue de qualité sur les questions antiracistes. Oui, elle est dans les remerciements. Il y a aussi des gens, oui, qui nous rappellent qu'aux États-Unis, mais je l'ai mis dans la vidéo aussi, il y a eu des attaques au droit à l'avortement, ce qui est assez Ouais, bien hallucinant en ce sûr. moment aux États-Unis. Et justement, l'un des meilleurs outils pour discipliner, et notamment discipliner les femmes, c'est le mariage, c'est ça? Le mariage ou la conjugalité obligatoire est vu comme l'horizon le plus attendu, le Avec plus, la voilà, famille, c'est comme ça, la exactement. famille est un organe de contrôle, et Ouais. notamment, pas seulement des enfants, mais de la femme aussi? Oui, et puis parce qu'on n'aime pas aussi les mères célibataires, par exemple. Donc, tu vois, c'est vraiment cette idée de structure de la famille nucléaire qui est, on le rappelle, l'endroit où les femmes sont ensuite isolées et donc en danger, puisque après, bah, quand tu habites dans un habitat individuel, bah, tu t'éloignes aussi. Et c'est pour ça aussi que la plupart des féminicides et qu'il y a une surreprésentation des violences conjugales en ruralité. Parce que les maisons sont éloignées, bah, t'entends pas forcément quand les personnes crient Oui, et il y a donc moins les de femmes sont encore voisinage. plus, en danger en ruralité du fait de l'isolement. Et j'insiste beaucoup sur cette question d'architecture parce que pour moi, une politique qui serait vraiment féministe, c'est une politique qui repense l'urbanisme, qui repense, nos maisons, Oui. l'architecture. Et c'est aussi, les espaces dans lesquels on habite qui vont, créer, les comportements et entretenir potentiellement les violences. C'était qui le penseur qui avait rêvé de l'utopiste, je pense qu'il nous était dans le chat où on vivrait tous ensemble en communauté dans un même bâtiment et tout. Alors ça, je C'est suis pas pas dans. Fourier, les gens? Je sais plus, mais on va continuer un peu sur la famille parce que c'est un sujet aussi que Ouais. tu explores beaucoup, et tu parles notamment du rôle paradoxal de la mère, qui est érigée comme une figure que, comme tu as dit, que ça leur permet de contrôler, d'avoir cette figure si «positive» entre guillemets, de la mère, et que la mère, elle est dans un rôle un peu paradoxal parce que, bah, elle est un peu, les femmes sont, je veux dire, être une vraie femme ou une bonne femme, c'est être mère, donc on les enferme dans ce rôle-là.
donc il y a une forme d'oppression. Et en même temps, pour elle, il y a parfois une forme de domination. Alors, ça, c'est un sujet très tabou, Mmh. même si j'ai l'impression que ça en parle de plus en plus, mais sur la domination de l'enfant, où elle peut exercer parfois une domination malsaine sur cet enfant, mais en même temps, parfois certaines pensent bien faire parce que c'est comme ça qu'on leur a dit. Donc il y a toute cette complexité du rôle de la mère là-dedans que tu as voulu explorer. Ouais, bah, j'en parle pas mal, justement dans Les Vigilantes. Bah, en fait, il y a une réification. Donc la réification, c'est, bah, le fait de fétichiser quelque part, hein, pour le dire vite, les mères. Donc à la fois, elles sont portées au nu symboliquement, mais en même temps, c'est fait pour justifier leur exploitation, dans le régime patriarcal. Donc c'est pas du tout, quelque chose de génial, mais beaucoup de mères même vont se rattacher à ça parce qu'elles ont pas grand-chose malheureusement. Mais tu vois, Oui, par exemple, la fête des mères, c'est hyper sensible. Tu vois, dès qu'on veut parler du fait de remettre en question cette fête qui vient quand même, de Pétain et cetera, même si à la base c'était, justement une journée de lutte pour le droit des mhm. mères, pour que le travail domestique soit rémunéré. Ensuite, ça a été repris par Pétain et donc, mais beaucoup de mères sont attachées à cette idée-là parce qu'elles sont là, bon, déjà, je me fais avoir toute l'année, je veux mon bouquet de fleurs Ouais. parce que au moins j'ai ça. Et du coup, Oui. c'est de leur dire, ben, enfin moi, ça fait longtemps que j'ai ce discours-là de dire, mais en fait, vous méritez beaucoup mieux qu'un bouquet de fleurs par an. Et là, c'est un peu compliqué sur la question des mères et des enfants. Je sais que, par exemple, j'ai des gens, enfin des penseurs que j'ai lus, etc., qui vont dire qu'il y a une domination adulte, donc du coup que la mère est forcément dominante sur ses enfants et Ouais. exerce forcément une domination, puisque c'est vrai qu'elle choisit l'heure à laquelle ils mangent, comment ils s'habillent, etc. Mais bon, après, les enfants en bas âge Oui, ont besoin d'être il y accompagnés, a un peu puisque... un aiguillage. De toute façon, il y a un certain âge où ils ne peuvent pas évoluer oui, sans bien sûr. les. Mais il y a quand même des choses à penser sur la domination, c'est ça? Il y a des choses à penser sur la domination des enfants, mais moi, ce que je dis, c'est que les deux sont foncièrement liés. Ah Si oui. on touche aux droits des enfants, on touche aux droits des femmes. Si on touche aux droits des femmes, on touche aux droits des enfants. Les deux, et d'ailleurs, ça se voit aussi beaucoup sur les paniques morales transphobes. Comme les transphobes, ils peuvent pas directement interdire les transitions de genre sur les adultes, ils vont dire non, mais on fait ça pour Les protéger enfants, ouais. les enfants. Et donc, après, on commence par toucher aux droits des enfants qui, du coup, peuvent pas voter, peuvent pas être syndiqués, que sais-je, et donc, du coup, défendre plus leurs droits. Et après, on élargit aux adultes. Donc, c'est toujours imbriqué. Ouais. Et moi, je refuse de dire... Enfin, pour moi, les enfants sont victimes du patriarcat et les mères aussi. Les mères exercent parfois de la violence sur les enfants, parfois sont protégées et n'ont pas Parce que mais parce c'est que très c'est... tabou comme truc. Mais c'est très tabou aussi parce qu'en fait, on a besoin qu'elles restent, Oui. elles continuent à s'occuper gratuitement des enfants et on peut pas remettre ça en question. Donc en fait, on leur passe des violences. C'est pour ça que je dis que c'est lié au patriarcat. Même les femmes qui vont frapper leurs enfants, violer leurs enfants, que c'est lié au patriarcat parce qu'on va les autoriser à faire ça, parce qu'on a trop besoin d'elles et Bah oui. trop besoin de les Il faut exploiter. des ouvriers, il faut des Exactement. travailleurs. Donc c'est imbriqué. Mais c'est ça qui est terrible là-dedans, c'est que c'est un sujet un peu compliqué de parler de la domination des mères sur leurs enfants. Mais en même temps, ce serait quand même salaud, surtout de la part de nous les mecs, de les montrer comme des monstres, parce que déjà, elles éduquent les enfants d'une manière dont l'État le souhaite. C'est-à-dire, il y a un Ouais, modèle bien dominant à sûr, poser, donc elles font exactement. tout pour qu'ils rentrent dans ce cadre-là. Et puis, je veux dire, notamment, je pense aux mères seules. Je veux dire, Elle parfois, galère, ouais. voilà, il y a des situations où Bien sûr. c'est terrible, mais je comprends la dépression autour de ça. Mais je pense que c'est un sujet qui n'est pas assez discuté, Ouais. mais qu'on charge trop la mère, quoi. C'est toi Mais elle qui est bien sûr, responsable et puis la violence en fait exercée, dès que des mères ont des enfants qui font pas exactement ce que la Ouais. société attend d'eux, bah, c'est les mères aussi qui vont être jugées comme fautives et méchantes. Donc c'est un peu la double peine, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de travail sur les enfants, quoi. Toi, c'est Ouais. un sujet tu as développé depuis longtemps ou c'est venu. Moi, ça fait longtemps quand même que je suis énervée sur les adultes, on va dire. On va dire. Mais oui, il y a beaucoup de choses qui commencent à sortir sur l'inceste dans le sillage de MeToo et aussi parce que malheureusement, bah, c'est 3 enfants par classe, donc c'est énorme et qu'énormément de gens autour de nous ont vécu de l'inceste ou connaissent des gens qui en ont vécu. Donc c'est un sujet qui est hyper important aussi parce qu'il questionne justement toute la famille, toute la construction de la famille nucléaire, etc. Et après, je pense que à nous d'être attentifs au fait que justement tous ces dialogues sur l'enfant ne soient pas repris Ouais. par les droites comme le féminisme peut Agiter les l'être, paniques etc. morales aussi. Exactement. Parce que Et c'est ouais. ça, ce qui est difficile sur la question des enfants, c'est que la droite l'utilise beaucoup pour agiter des paniques morales. Et d'ailleurs, il y a aussi la question du racisme là-dedans, parce que de toute façon, les mères non blanches, elles, seront vues comme soit des pondeuses, soit des mauvaises Bien mères. Et sûr. c'est ça aussi, c'est que Bien sûr. ce qui est terrible dans le rôle de mère, c'est que si l'enfant tourne mal, entre Bien guillemets, sûr.
Et tourne mal, c'est-à-dire qu'il réussit pas à l'école, c'est que c'est à cause de la mère. Toujours. Et d'ailleurs, là, je parle de l'école parce que tu parles de la famille, mais aussi un autre instance de contrôle pour toi important sur les enfants, c'est l'école. Bien Et sûr. en fait, nous prépare à être très disciplinés, c'est ça? Oui, complètement. Bah, l'école est à la Est une fois. prison? Oui, voilà. C'est le slogan du chat, hein. Ici, C'est ça fait des années qu'on dit école égale. Non, il dit prof égale nazi. Prof égale nazi. Non, je pense que c'est plus compliqué que ça, mais que quand même la violence exercée à l'école, elle est extrêmement importante et extrêmement formatrice et cruelle pour les gens. Et puis en plus, il y a cette idée aussi que qui est considéré comme un enfant, tu vois, la question de l'innocence. Enfin, Oui. je t'apprends rien, mais sur le fait que les enfants racisés, on va leur retirer beaucoup plus vite innocence. Et du coup, je pense que ça se joue même sur les questions de harcèlement scolaire, etc. Enfin, qui peut dénoncer et qui a des conséquences, tu vois. Moi, je me souviens, j'ai été dans un des collèges qui était un des collèges les pires de France en termes de réussite au brevet, etc. Ouais. Et du coup, tu vois, d'où il y avait des filles de foyer qui m'ont mis des couteaux sous la gorge, enfin vraiment des trucs, Ah ouais. tu vois, chauds. Mais je savais que il y allait avoir des conséquences et qu'en plus moi j'étais pas forcément pour, parce que tu vois, par exemple, il y en a une, elle s'est fait renvoyer du foyer et elle est retournée dans sa famille violente et j'étais en mode tu vois, c'est affreux parce que derrière nous, là tu vois, genre, j'ai eu gain de cause, mais après quand j'ai été dans un lycée privé et que j'ai vécu des violences, là par contre, vu que moi j'étais prolo et eux bourges, il y avait pas le même tu vois, c'est aussi qui les mêmes sanctions et ça c'est l'école, tu vois, qui le produit, qui peut dénoncer, qui vit de la violence, pourquoi, etc. C'est très mais oui, fort, c'est vrai quoi. qu'on a l'impression qu'il y a cette image de l'école totalement neutre, mais surtout des profs qui, je sais pas, ils auraient le super pouvoir de ne pas évoluer dans les structures racistes et tout, sexistes, et de ne pas avoir des regards comme ça sur les élèves, de ne pas avoir de distinction, alors que dans les faits, il y a des distinctions. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a le livre de Simon Massey sur les cours à l'éducation sexuelle dans les collèges, et qui montre qu'en fait, l'aspect raciste de ça est que on répète les clichés racistes avec l'idée que mais surtout ceux qu'il faut éduquer, c'est les élèves des quartiers populaires, c'est eux qu'il faut leur apprendre. Alors que lui va aussi dans les collèges bourgeois, il montre que bien sûr, les garçons sont tout aussi sexistes, quoi. Mais complètement. Et d'ailleurs, il y a un programme, je crois, qui a été fait pour les quartiers populaires en Île-de-France, qui s'intitulait Comment lutter contre le virilisme des garçons. Mais enfin, il y avait vraiment le terme viril. Et j'étais en mode, mais attends, mais c'est hyper bizarre parce que j'ai jamais vu dans un truc corpo, institutionnel, etc., le terme viril employé. Virilisme, je crois que c'était ça. Et j'étais là. Et là, comme ça touche au quartier populaire, du coup, on utilise le mot virilisme qui est pas du tout institutionnel, qui est pas du tout utilisé. Et donc, j'avais trouvé que c'était assez incroyable. Mais alors, donc là, on a fait la famille, l'école, et on revient sur la question des menaces qui amènent le contrat de vigilance. Et tu montres que parmi les menaces qui sont citées, qui sont mises en avant par l'extrême droite et les fémo-nationalistes, il y a la question des hommes noirs et arabes. On en vient sur le virilisme et tout. Et ces hommes noirs et arabes seraient fondamentalement plus violents et surtout plus violeurs. D'ailleurs, je pense qu'une partie de la gauche, sans le dire honnêtement, a aussi cette image de quand même, je pense que les hommes arabes, le rapport avec les femmes. Toi, c'est quoi donc tu montres le discours, l'aspect raciste, mais c'est quoi le discours qu'on devrait opposer à ceux qui prétendent que les femmes blanches, elles sont en danger avec les hommes noirs et arabes? Tout simplement, déjà, il y a le truc bateau de dire, de regarder les statistiques, de regarder vraiment tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les femmes, elles sont victimes des hommes de leur entourage la plupart du temps, mais en plus, c'est plus que ça, c'est que dans la conception du viol qu'on a, le viol à la base, c'était vraiment dans la conception sexiste que c'en a été, l'idée qu'une femme va être violée par un étranger, parce qu'il y a cette idée. Mais même un étranger de pas la même famille, je veux dire, ou tu vois, quelqu'un d'extérieur, parce qu'en fait, il y a quand même cette idée en Occident que la femme est souvent la femme blanche, elle appartient aux hommes de son entourage, et donc du coup, ce n'est pas un viol si c'est le mari, ce n'est pas un viol même si c'est le père, parce qu'elle est la propriété, entre guillemets, de ces hommes. Et du coup, c'est un viol que si c'est les hommes qui ne sont pas ces hommes, entre guillemets. Et du coup, pour les femmes racisées, c'est encore plus ambigu, parce qu'il y a cette idée que les femmes racisées appartiennent à tous les hommes blancs. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'il y a que derrière les paniques morales sur le port du hijab, par exemple, il y a cette idée qu'ils voient du coup les femmes musulmanes qui portent le hijab comme des traîtres, parce que du coup, selon eux, dans leur conception qui est sexiste et raciste, ce serait la marque d'une non-disponibilité sexuelle pour les hommes blancs, et du coup c'est une trahison puisque leur corps est censé appartenir aux hommes blancs, et pour eux ce serait une marque, du coup elles appartiennent aux hommes
racisées et donc aux hommes de leur communauté musulmane dans leur logique. Et du coup, c'est honteux parce qu'elles ne sont pas dans ce rôle de disponibilité sexuelle qui est attendu des femmes. Oui. Donc, il faut questionner justement ce rapport qu'on demande aux femmes d'une disponibilité sexuelle et en fait le repolitiser la question de A à Z en parlant de l'autonomie des corps, de l'autonomie de nos corps et en quoi elle est entravée actuellement de façon beaucoup plus large. Voilà. Oui, comme dit, on appelait ça à l'époque le devoir conjugal. Se rappeler toutes les violences domestiques. Oui, parce qu'en fait, souvent les fachos mettent en avant les plaintes ou les personnes qui sont venues se plaindre d'un viol et qui montrent que c'était beaucoup des personnes dans la rue. Sauf que majoritairement, ça se passe plutôt dans l'espace domestique. Et le tabou fait que l'immense majorité des personnes ne vont pas se plaindre, c'est ça? Oui, et puis en fait, tu grandis dans une société, on te dit le vrai viol, c'est ça. Donc si tu le subis, tu vas te dire, bon, bah voilà. Et puis pareil, les policiers, ils vont mener une enquête, en fait, si c'est ce cas-là. Et donc du coup, ils vont garder les traces. L'accusé va être mis en détention provisoire avant même d'être jugé, parce que là, il n'y a pas de présomption d'innocence, alors que si c'est un acteur très connu comme Gérard Depardieu, là, tout le monde crie à la présomption d'innocence, il n'ira jamais en détention provisoire pour viol, tu vois ce que je veux dire? Et il y a vraiment, encore une fois, cette idée que, et vraiment, j'insiste sur le fait que l'immense majorité des femmes qui vivent des viols, des violences conjugales hyper trash, ne se disent pas qu'elles sont légitimes à parfois juste en parler, et ensuite d'aller dans un commissariat, ensuite prendre un avocat, voir des juges, mais non, mais tu vois, c'est un monde, enfin, la justice actuellement, enfin, moi personnellement j'ai été victime plein de fois dans ma vie, je me suis jamais dit un juge va se pencher sur mon histoire et mon dossier. Il faut déjà être avoir un certain nombre de privilèges pour se dire que son histoire mérite d'être entendue, que les institutions vont s'intéresser à soi. C'est absolument pas le cas de plein de gens. Ça a peut-être un petit peu évolué ces dernières années, mais j'en suis pas si sûre, hein. Oui, et aussi j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui se disent que c'est pas par là qu'elles voudraient que le souci se règle, mais ça c'est plus les personnes à gauche où il y a moins l'appel à l'usage. D'ailleurs, petite précision, nous on a toujours dit que du point de vue du PDH et tout, on a toujours dit que les femmes, dire même si des femmes portaient plainte, elles ont toute légitimité à le faire, parce qu'il y a aussi le danger un peu contraire. Bien sûr, c'est vu qu'on a un discours anti-carcéral, anti-judiciaire, de presque en vouloir à celles qui ont accès à la justice. Oui, mais bon, parfois il n'y a pas d'autre solution, quoi. Donc, oui, puis surtout ça appartient aux victimes de voir qu'est-ce qui est le mieux pour elles et qu'est-ce qui fait réparation pour elles et qui fait sens, quoi. Tu parles aussi d'un concept qui est la dark agency, pour dissocier de la docile agency. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est quoi? C'est reproduire un ordre qui de base nous nuit pour s'y intégrer. C'est par exemple les femmes qui vont performer la féminité pour stabiliser le nationalisme. Alors, déjà, je vais commencer juste par expliquer vite fait ce que c'est l'agency pour ceux qui ne savent pas. Donc l'agency, c'est quand tu as des infrastructures, enfin tu navigues dans une société, et l'agency, c'est comment, alors que tu es discriminé, tu vas essayer de naviguer pour arriver à ton point. Par exemple, ça peut être avoir des stratégies vis-à-vis des dominants. Donc si par exemple t'as pas de papier et que tu veux avoir des papiers, tu vas essayer de voir ce que l'administration française attend de toi. Tu vas dire quand t'es consulté que oui, t'adores la France, que c'est le meilleur pays, etc. Ça veut pas dire que tu penses ça, c'est juste que pour obtenir ce que tu veux, par exemple des papiers, tu t'essayes de comprendre ce qu'on attend de toi. C'est pareil pour les personnes trans qui vont dire j'ai toujours su jour 1 bébé que j'étais une personne trans, correspondre au discours. Voilà, pour correspondre au discours. Moi j'appelle ça la taquillage, le fait tous les jours. Voilà. Je rigole. Et donc ça c'est l'agency, donc ça fait pas forcément de mal à quiconque, puisque t'essayes juste de survivre et d'arriver là où tu veux. Après, donc du coup la docile agency, là ça va être plutôt, tu vas devenir tellement un prodige de ce qu'on attend de toi que tu vas réussir à faire ta place dans le système. Mais pareil, ça veut pas forcément dire que tu vas écraser les autres, mais juste tu vas pas faire bouger le système. Ensuite t'as l'émancipation. Donc là l'émancipation, c'est vraiment d'essayer de péter collectivement le cadre. Donc par exemple les personnes qui avaient été mises en situation d'esclavage et qui se sont enfuis pour faire du marronnage et pour créer une société dans laquelle ils étaient plus considérés comme des esclaves et où ils faisaient ce qu'ils voulaient, quoi. Et ben ça c'est l'émancipation. Donc c'est vraiment, c'est pas et voilà, donc là j'en viens à la dark agency. Donc je trouvais qu'il manquait une notion conceptuelle pour parler des personnes qui vont essayer justement de naviguer dans le système mais en tabassant les autres qui sont plus bas qu'eux, et vraiment qu'il y a cette volonté de se surélever en écrasant. Et donc c'est pour ça que j'ai conceptualisé la notion de dark agency qui s'inspire de la notion de darker de Elsa Dorlin. Ouais,
Oui, en gros, elles arrivent à avoir une forme d'autonomie toute relative, mais en adhérant à ce discours raciste et en écrasant les autres, quoi. Même et pas seulement les femmes noires ou arabes, mais même, les queers, tous ceux qui rentrent pas dans le cadre normatif, dominant. Ouais, complètement. Et en fait, à court terme, tu peux avoir des opportunités. Enfin, je veux dire, sous le nazisme, il y a des femmes qui ont accédé à des travaux, à des métiers de fonctionnaires auxquels elles ne pouvaient pas accéder Ouais. avant parce qu'elles ont collaboré. Et c'est celles qui ont d'ailleurs, c'est les femmes qui ont le plus tué, c'était les institutrices, c'était donc pour revenir sur l'école, hein, sur les assistantes sociales, secrétaires et épouses de hauts gradés nazis. Et donc, donc ça, c'était le Darker de Elsa Dorlin. Oui, il y a quelqu'un qui demande c'est quoi le dark air? Ah C'est oui. encore plus sombre. Ouais. C'est le soin, en gros, pour l'élimination, c'est ça? C'est ça. En gros, le Darker, pour vous donner un exemple bien trash, c'était pendant le Troisième Reich, les infirmières qui ont assassiné en masse des personnes en situation de handicap en tout simplement leur faisant des piqûres mortelles. Et avec cette idée que, du coup, comme c'était des infirmières, c'est des femmes, elles sont dans le soin, elles ne peuvent être que douceurs et volupté. Et ça a aussi... ça a aussi permis de faire avancer des crimes de masse avec cette idée que une femme est forcément maternante et gentille, donc elle peut pas faire des crimes de masse. Voilà. Et donc ça, c'est le dark care, c'est utiliser les notions de care pour tuer, comme les professeurs des écoles qui triaient les élèves qu'elles allaient envoyer en camp de concentration, comme les assistantes sociales qui triaient les bonnes familles des mauvaises, etc. Alors, Rachel Kahn, Dark Agent, un peu. Oui, mais en plus, Rachel Kahn, grande vigilante, ouais. mais en plus, le Dark Agency, ça marche aussi, moi, je pense, pour les Noirs et les Arabes, Bien sûr. qui intègrent, moi, je pense à des Chalgoumi et tout, qui jouent le jeu pour enfoncer les autres musulmans. Il y a quelqu'un qui parle de Zone of Interest, mais il me semble que tu en parles. Oui, j'en parle. Tu en parles dans ton livre. Un exemple de ça, tu parles aussi des tradwives. Ouais. Alors, c'est intéressant déjà parce que tu montres aussi l'aspect raciste, c'est-à-dire que si c'est une femme musulmane, ça devient du communautarisme, de la bigoterie qu'il faut totalement combattre. Mais toi aussi, tu dis qu'on surestime le mouvement des tradwives, c'est ça? Oui, complètement. C'est presque un truc médiatique surtout? Oui, c'est complètement une figure médiatique, surtout en France. Aux États-Unis, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'avec l'organisation Mom of Liberties, qui est on peut le dire vite, une organisation de tradwives qui a beaucoup porté Donald Trump, qui a fait beaucoup de congrès aux États-Unis, donc c'est un peu différent. Mais en France, elles se comptent sur les doigts d'une main. Mais pour moi, les tradwives, elles ont vraiment servi à créer une contre-figure à la féministe aux cheveux bleus. Enfin, les girl boss. Et en fait, c'est ça, c'est que du coup, tu vois, t'avais la figure de la féministe MeToo qui montait beaucoup. Donc, il fallait créer une contre-figure qui est la tradwave. Et comme ça, au milieu, Marlène Schiappa, qui est la féminité hégémonique, reste dans le statu quo et reste la féminité hégémonique. Et ça bouge pas. Donc, pour moi, elle a servi à ça, à faire un contre-modèle anti-féministe pour servir, en gros, de backlash et de contre-révolution féministe, quoi. Ouais, c'est vrai aussi que je pense qu'on en fait trop. Et je pense qu'il y a... Mais c'est ça, tu parles aussi de l'attirance qu'il y a aussi là-dedans, parce que c'est quand même c'est fascinant. Oui, voilà, c'est fascinant et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent en sachant que c'est un fantasme aussi, quoi. C'est une mise en scène de tout est parfait, tout est rangé. Je veux dire, j'ai jamais de farine qui dépasse quand elle fait des gâteaux. Je pense qu'il y a aussi une consommation presque pour certains à second degré, quoi. Je vois nos plaisirs coupables sur Internet. Et ce qui est marrant en plus avec la tradwave, c'est que vraiment, elle va transformer l'espace privé en Hollywood, quoi, en scène publique. Et donc, j'ai fait une super chorégraphie avec mes mains. Mais du coup, en plus, elles explosent, tu vois, ce qu'est normalement la tradwave, donc c'est-à-dire qui ne participe pas à la vie publique, alors qu'en fait, elles créent du contenu médiatique, elles investissent la scène publique, mais en plus, absolument tout chez elles, dans leur plus profonde intimité, et montré et scénarisé, et donc c'est un total investissement de la scène publique, en fait. Donc il n'y a pas personnage moins tradwave en fait que les tradwives. Et ça suffit pas parce qu'elles se font attaquer par d'autres féministes, par d'autres femmes d'extrême droite comme Thaïs Escufou qui ne met pas les tradwives, on ne sait pas pourquoi. Parce que elle, c'est un autre modèle. C'est aussi, tu montres qu'il y a la tradwife et il y a Thaïs Escufou. C'est des femmes où on tolère pendant un certain temps qu'elles soient plus ou moins leaders et célibataires. Et c'est l'exemple que tu as donné sur Jeanne d'Arc, qui est un sacrifice de leur part, c'est ça? C'est cette idée de jeunes guerrières. Donc, c'est les jeunes militantes à l'extrême droite qui sont recrutées très tôt. Némésis, par exemple, ça commence dès 15 ans. Parce qu'en fait, après, à 30 ans, il faut qu'elles se marient et qu'elles aient des gosses. Donc, du coup, il faut tout le temps recruter en permanence. Et plus rapide qu'une carrière de foot.
C'est ça, et c'est pareil, tu vois, par exemple, pour les femmes israéliennes qui tu vois, vont prendre les armes pour le service militaire, donc c'est les jeunes femmes nationalistes, elles ont le droit de porter les armes, mais par contre, dès qu'elles ont des enfants, elles portent plus les armes. Ouais. Aux États-Unis, c'est un peu différent, parce que de toute façon, avec les armes, voilà. Mais sinon, globalement, ouais, tu as cette image de la jeune guerrière armée et qui va utiliser ce qu'on appelle en sociologie la virilité alternée. Donc, par exemple, si vous allez sur les réseaux sociaux de Nemesis, pendant très longtemps, il y avait une photo d'elles où elles étaient avec des armes à feu en train de tirer ou en train de faire de la boxe, et la photo d'après, elles sont toutes en robe longue, à fleurs, cheveux détachés, parce qu'elles doivent à la fois montrer aux hommes d'extrême droite qu'elles peuvent taper du poing sur la table, qu'elles peuvent être badass entre guillemets selon des rapports virils et de violence, et en même temps elles doivent leur montrer elles font aussi allégeance à la féminité hégémonique, et donc du coup qu'elles sont rassurantes et féminines et douces, donc elles alternent tout le temps entre les deux. Coucou Wissam et Léane, c'est passionnant et très clair, merci beaucoup pour le talkie oui oui. J'en profite aussi, les gens, n'oubliez pas, parce qu'il y a une nouvelle règle sur Twitch, c'est que toutes les 30 minutes il faut mettre un commentaire, sinon tu disparais des vues, donc n'hésitez pas. Ouais, c'est trop relou, j'espère qu'ils vont vite, c'est arrivé il y a pas longtemps, j'espère qu'ils vont le faire disparaître, mais n'hésitez pas à commenter pour montrer que vous êtes là dans les stats. Je parle. J'existe. Prouve que tu existes, oui. Je vais l'avoir en tête. Non, désolé. C'est horrible. Mais oui, j'avais beaucoup aimé aussi cette partie entre ce mélange de masculinité un peu autorisée et toujours avec l'idée d'un danger, et notamment, et justement, donc là, on a beaucoup parlé de racisme. L'un des dangers, c'est l'arabe, le noir, le musulman. Et l'autre danger, c'est les personnes trans. Ouais. Donc, c'est vraiment les deux grands ennemis de l'intérieur. Comment toi t'expliques que, je veux dire, moi, presque halluciné par cette haine anti-trans? Alors, on le voit surtout aux États-Unis, mais ça le prend de plus en plus. Est-ce que pour toi, c'est lié à quoi? Et est-ce que tu penses qu'en France, pour l'instant, quand on compare à certains pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, on est un petit peu épargné dans les féministes, mais est-ce que tu penses qu'il y a un risque que les féministes françaises deviennent de plus en plus TERF? Alors, pour répondre à ta deuxième question, j'espère que non, et je pense pas, parce que en vrai, Marguerite Stern et Dora Mouton ont fait beaucoup pour la cause. Grâce à elles, merci. Tu penses qu'elles ont nuit à la cause TERF en étant complètement nulles? Complètement, parce que du coup... C'est des mauvaises TERF. Non, mais c'est sûr que... chez beaucoup de féministes, tu vois, qui militaient depuis les années 70, et on leur disait non mais attends, le mouvement TERF, c'est un mouvement qui est très proche de l'extrême droite. On disait oui, vous exagérez, sororité, toutes les femmes ensemble, mais pas les femmes trans, non. Bon, pour caricaturer. Et puis après, elles ont vu effectivement qu'elles étaient, parce que maintenant voilà, elles sont ouvertement d'extrême droite, suprémaciste, c'est plus que la transphobie, loin de là. Donc du coup, ça a quand même mis une bonne claque. Je pense qu'il y a plein d'autres raisons sur la particularité française, notamment le fait que nous, la grande passion, même au sein des féministes, malheureusement, c'est sur l'islam et c'est sur les femmes musulmanes. Donc c'est elles aussi qui agitent beaucoup de panique morale en France, qui est moins le cas, ça veut pas dire que c'est pas le cas, mais c'est moins le cas par exemple au Royaume-Uni. Oui. Donc chacun a un peu sa spécialité phare, quoi. Oui. Et, capitale de l'islamophobie. Voilà. Ouais. Et sur pourquoi du coup les personnes trans, c'est très intéressant en plus parce que ça change entre les femmes trans et les hommes trans. Les hommes trans, c'est beaucoup les femmes trans, non, qui sont. Ouais. C'est beaucoup les femmes trans parce que dans transmisogynie il y a misogynie, hein, voilà, on s'attaque toujours aux femmes encore plus. Oui, je suis bête. Oui. Mais il y a plein de raisons. Les hommes trans, ça va être beaucoup aussi une forme de sexisme, puisque ça va être le discours qu'ils savent pas ce qu'ils font, parce que dans leur tête c'est des femmes. Oui, les femmes sont influençables, et donc du coup les hommes trans, en fait, vu qu'ils sont des femmes, du coup ils sont influençables, et donc voilà, beaucoup de paternalisme et de maternalisme là en l'occurrence, alors que les femmes trans, va y avoir beaucoup cette idée encore, un peu comme les femmes musulmanes, de trahison, dans le sens qui n'est pas resté à la place attendue, et du coup qui menace tout le monde. Et derrière, donc il y a aussi le fait qu'on s'attaque beaucoup plus aux femmes, donc du coup on s'attaque beaucoup plus aux femmes trans évidemment, et il y a aussi cette idée derrière que les personnes trans de façon générale remettent en question l'idée de privilège de naissance. Donc ça c'est la transféministe Julia Serrano qui en parle très bien dans Manifeste d'une femme trans, sur le fait que les personnes trans montrent qu'il y a des évolutions qui sont possibles, qu'il y a des trajectoires sociales qui sont possibles, et qu'en fait qui remettent littéralement en cause les privilèges de naissance. Et c'est pour ça aussi que c'est beaucoup des personnes bourgeoises qui vont être transphobes, parce que si on commence à remettre en question tous les privilèges de naissance, la classe sociale n'est jamais très loin, etc. Voilà. Et puis aussi pour
pour parler de figures transphobes médiatiques comme une certaine personne qui a écrit Harry Potter, elle, c'est aussi beaucoup cette idée qu'elle veut rester la seule femme, tu vois, le seul modèle de femme, parce qu'elle a aucun problème dans la vie, elle est milliardaire, etc. Enfin, tu vois, je veux dire, le patriarcat, elle le vit beaucoup moins que d'autres femmes sur cette planète. Mais du coup, il y a cette idée que je suis la Barbie, le modèle zéro auquel toutes les femmes doivent aspirer. Et s'il commence à y avoir plein de diversité et plein de façons d'être femme, ça remet en question leur hégémonie. Et tu vois, c'est un peu comme les hommes où dès que les meufs font une chose, bah, tu vois, t'as les mecs qui font « Et nous, alors, on peut pas avoir la même chose ?» Du coup, il y a aussi cette idée que « Ah bah non, on va devoir partager le gâteau, je veux pas, quoi. Je veux que je rester le centre de l'attention. » Alors, Quel gâteau en plus, mais voilà. Est-ce misogyne de traiter J.K. Rowling? Non, je vais pas le dire. Je vais pas dire le commentaire. Mais est-ce que les gens qui lisent encore Harry Potter font une erreur ou toi tu t'en fous? Moi, je suis pas en mode les trucs individuels, mais piratés. Voilà, mais après, je trouve que par contre, dans Harry Potter, il y a plein de trucs. Bah déjà, il y a un antisémitisme de fou dans Harry Potter. Si tu regardes. Sur le livre ou le film? Dans J'ai les vu que deux. les films. Les deux. Bah, si tu regardes, genre, qui sont les banquiers, c'est des caricatures oui, antisémites horribles. Ensuite, non, mais c'est vrai, t'as aussi beaucoup l'idée du sang, de l'héritage, tu vois, du patrimoine génétique. Enfin, c'est quand même, on n'est pas loin de. Enfin, tu vois, il y a un truc un peu eugéniste quand même avec, déjà, avec les sangs mêlés, les moldus, enfin, tu vois, les sangs purs. Je me suis jamais remis du chapeau qui décide ton orientation. C'est un truc de ouf. De où tu vas aller dès que tu as 12 ans. Et en plus, tu n'as rien fait. Il n'y a même pas de test. Et ils te décident, tu vas aller chez Gryffondor et tout. Et on sait très bien que Gryffondor, c'est le meilleur truc. Et c'est quoi les plus nuls? Je connais pas tout. C'est Poudsoufle, non? Les plus. Je sais pas si... Moi, je les trouve trop stylés. C'est grave des gauchos, Poudsoufle. Ah ouais? Je connais pas. Moi, j'ai vu que les films. Donc, je pense que dans les livres, c'est plus détaillé. Oui, mais c'est encore cette idée de privilège, tu vois, très conservatrice finalement, qu'il y aurait une nature profonde et intrinsèque. Et Harry Potter, c'est que ça. C'est l'idée que certains ont un bagage génétique surpuissant et d'autres sont nazes. Et puis voilà, bon, je parle même pas de la grossophobie, tout ce qui va pas dans Harry Potter. Mais après, voilà, il y a plein de critiques très bien qui ont été faites. Moi, je suis Serpentard. Okay. C'est bien ou pas? Bah, t'es méchant, c'est pas les méchants, t'es de droite. Pour moi, Sarkozy, il est grave Serpentard, par exemple. Ah ouais? D'accord. Bon, bah, non, moi, je suis les gauchistes, moi. Moi, je suis les gens. Non, moi, j'aime toujours les. Je pense. Pourquoi? Bah, c'est les intellos. Ah ouais, mais d'accord, mais bah, alors, attends, Harry Potter, il en a quoi, lui, déjà? C'est quoi le truc de. Il y a Serdaigle, Poudsoufle, Serpentard et Gryffondor. Et Gryffondor, c'est les connards, en gros, c'est quoi? C'est ceux qui se la pètent. Ouais, mais s'ils sont. Ouais, d'accord. D'ailleurs, les gens, n'hésitez pas aussi à soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire des petits dons, parce qu'en plus, je ne stream pas vendredi, je reviens que dimanche, et dimanche, je vais recevoir, c'est en lien, il y a quand même un lien, je vais recevoir les éditrices de Shed Publishing pour parler du livre, je ne sais pas si tu l'as lu, Une brève histoire de la transmisogynie, qui est vraiment, vraiment, vraiment cool. Donc, on va parler avec Cassandre et la traductrice du livre, j'ai oublié son nom, je suis désolé, et l'éditrice, pour parler de Shed Publishing en général et pour parler de ce livre. N'hésitez pas à faire des dons, n'hésitez pas à donner sur le lien Streamlabs et aussi surtout sur le Tipeee de Zawa Prod pour qu'on puisse continuer ces émissions en plateau. Il reste une vingtaine de minutes, ça te va pour toi? J'adore les commentaires, c'est en train de dialoguer de est-ce que Lénine est Serpentard? C'est trop drôle. Lénine est Serpentard. Oui. Ah, mais il faudrait que je lise les livres. Oui, bien sûr. Non, mais tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Attends, moi, je suis publié chez Salates, je vais pas faire des leçons de moi. Chez Publishing. Moi, il y avait une question que je me posais parce que c'est pas un sujet que tu discutes beaucoup. Est-ce que c'est un sujet où, pour toi, t'as pas trop travaillé dessus ou c'est le sujet et qui pourtant provoque plein de polémiques, plein de débats au sein des féministes, c'est le sujet des TDS, qui là aussi pose plein de questions. Je pense qu'il est tabou parce que ça renverse plein de trucs déjà sur l'amour, sur qu'est-ce que c'est un rapport tarifé. Pourquoi tu en parles pas trop? C'est parce que sachant qu'on peut pas expert de tout, hein, pour moi. Si j'en parle un peu, j'en ai parlé plein de fois dans des articles sur mes créantes, ou j'en parle un peu dans le livre. Non, pour moi, les travailleuses du sexe sont des travailleuses et du coup, elles sont exploitées comme toutes les travailleuses. Et du coup, il faut qu'elles aient des syndicats, qu'elles aient des droits. Ma meilleure amie, une de mes meilleures amies d'enfance, tu vois, elle est stripteaseuse par exemple. Et moi, ce qui me révolte, c'est pas qu'elle fasse du striptease, c'est que genre elle est obligée d'aller à son club de 11h jusqu'à 4h du matin sans être payée. Elle doit faire 3 danses pour le public pour lesquelles elle n'est pas rémunérée. Et elle doit ensuite elle-même démarcher, tu vois, les clients
et elle est payée à la prestation, à la danse. Donc tu vois, il y a des soirs où elle a payé son transport, son maquillage, sa tenue, elle a dansé 3 fois pour le club, elle est de 11h à 4h du matin, elle revient avec 0 livre dans la poche parce qu'elle est à Londres. Et bref, c'est ça qui me révolte, c'est pas du tout le fait qu'elle fasse des danses, etc. Donc bref, libération de tous les travailleurs et de toutes les travailleuses, y compris les travailleuses du sexe, évidemment. Ouais, Et pourquoi est-ce que ça questionne moi, je pense que aussi beaucoup dans la putophobie, c'est parce que justement, il y a cette idée que ça ramène les femmes hétéros au fait qu'il y a un contrat sexuel qui est passé avec les hommes et que les hommes attendent du travail de care, de sexe, etc. de la part des femmes. Et du coup, il y a un effet miroir qui est violent. Mais pour moi, en fait, moi, je peux discuter avec des personnes abolo si elles sont en mode l'hétérosexualité est aussi une forme de travail du sexe, le mariage est aussi une forme du travail du sexe, et les femmes qui sont mariées sont obligées à un moment, parce qu'en vrai, quand même très souvent, sont obligées de fournir du travail du sexe gratuit à leur mari. Donc si on est d'accord sur ça. Mais en fait, je suis d'accord, mais aussi ce que je comprends pas chez les abolos, je veux dire, c'est un peu comme moi, abolir le capitalisme, dire ok, dans l'idéal du monde, personne ne devrait être obligé de faire ça, mais comme personne ne devrait être obligé de se lever à 7h du matin pour se casser le dos, ce que je comprends pas, c'est que oui, mais de toute manière, il y aura malgré tout des personnes qui, soit par contrainte, soit par choix, vont faire ce travail-là. On ne pourra pas l'empêcher, surtout sans le renversement du capitalisme, même dans leur idéal. Alors pourquoi ne pas faire en sorte qu'elles puissent le faire dans des conditions à minima bonnes, quoi. C'est ça que je comprends pas dans ce débat, moi. Mais par contre, je pense qu'il y a vraiment des sujets qui font qu'on creuse, qui sont hyper compliqués, notamment la question de la circulation des vidéos pornographiques, tu vois, où tout le monde peut prendre les vidéos, ensuite les récupérer, et du coup, ces meufs-là, elles n'ont pas le droit à l'oubli. D'accord. Tu vois, tout ça, et en même temps, ça pose question, parce que du coup, on sait que les gouvernements utilisent ça et la lutte contre la pédocriminalité en ligne pour faire reculer nos droits d'expression sur Internet, et je pense que ça, c'est vraiment des sujets hyper importants qu'il faut qu'on aborde, parce que sinon il y a que les conservateurs et les réacs qui les abordent, et en vrai il y a des vraies questions. Il y a vraiment des meufs qui veulent passer à autre chose du porno à un moment, et ben il y a des vidéos et elles ont plus leur autonomie corporelle, et moi ce qui m'importe c'est qu'elles aient leur autonomie corporelle. Si elles ont envie de faire de la thune comme ça, elles le font, et j'espère qu'elles le feront dans les meilleures conditions possibles. Et si elles veulent arrêter pour X ou Y raison, et qu'elles doivent avoir un droit à l'oubli, et ça aujourd'hui, la question de la circulation des vidéos, c'est compliqué. Donc il y a quand même des sujets à creuser. Alors, j'aurais une dernière question qui sera en 2 questions avant qu'on termine avec le petit jeu. C'est quoi pour toi les pistes qu'on devrait explorer pour un monde post-vigilance, et comment on peut faire pour améliorer les échanges entre les différents territoires de lutte, décolonial, LGBT, marxisme, voilà. Est-ce que toi, tu as réfléchi à ces pistes-là? Ouais, du coup, justement, le dernier chapitre, j'essaie vraiment de creuser ces questions sur... pour moi, il faut remplacer la culture de la vigilance par une culture de l'attention. Je parle beaucoup de la question de l'attention parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on nous prend beaucoup. Tu vois, quand Donald Trump il est arrivé au pouvoir pour son 2e mandat, tu vois, il lançait 3 horreurs par jour pour qu'on passe notre temps à commenter toutes les horreurs qu'il dit, au lieu de se dire comment on va s'organiser pour le renverser. Et donc je pense qu'il faut qu'on récupère en fait ce temps de cerveau disponible, quoi, et que en référence à une page Instagram, voilà, et que on essaye de se dire qu'est-ce qu'on fait pour s'organiser. Et l'attention, c'est aussi l'attention aux autres, évidemment, et l'attention aussi, c'est une notion qui n'élude rien, qui dit pas il y a pas de problème. Elle dit on va être attentif à qu'est-ce qui pose problème, et essayer de comprendre vraiment les raisons. Là où la vigilance, c'est vraiment on va être sur la défensive et abattre des cibles au hasard, et jamais chercher vraiment à comprendre et à faire société. Et pour moi aussi, c'est hyper important de travailler sur des affects joyeux aussi, de donner envie. Il faut que la gauche donne envie aux gens d'avoir envie, parce que voilà, quand il y a une volonté, il y a une possibilité, quoi. Et si on donne pas envie, c'est compliqué. Et aussi les affects un peu pessimistes, même s'il y a plein de définitions du mot pessimisme en philosophie, etc. Il y a plein de débats très intéressants sur tout ça. Mais pour moi, si on est un peu dans ce truc de c'est foutu, on n'y arrivera jamais, la crise, du coup tu repars vite dans du coup je vais conserver ce que j'ai déjà, je vais m'enterrer en mode survivaliste chez moi et attendre que ça passe. Et du coup ça fait extrêmement le lit de l'extrême droite. Et ensuite la dernière chose pour moi, c'est évidemment de faire des liens entre les luttes, tout en essayant de savoir où est-ce qu'on se situe, pour pas tomber non plus dans des trucs où on dit on est tous ensemble après tout, où on n'a pas des particularités, mais justement essayer de se nourrir de nos différences, et en même temps d'essayer d'apprendre les uns des autres et de faire des ponts entre
entre nos luttes et d'avoir des trucs assez marrants. Enfin, moi, j'aime beaucoup, par exemple, ce que fait Les Invertis. Je sais pas si tu connais. De nom, j'ai pas. Voilà, du coup, on essaie de faire des trucs assez drôles. Genre, par exemple, quand. moi, je suis pas aux Invertis, mais je fais souvent leurs actions avec eux. Ouais. Mais par exemple, pour vous donner un exemple, pendant les JO, il y a eu. Pendant la cérémonie, il y a eu des drag queens qui ont été sur un pont et après, il y a des cathos intégristes qui sont allés rebénir le pont que les drag queens avaient souillé. Donc, ils ont fait une cérémonie et du coup, nous, on est allés faire. Pour Halloween, en plus, on est allé faire une cérémonie pour re-homosexualiser le pont. Tu vois, et on essaie de faire des trucs. Ils sont revenus. Non, ils sont pas revenus. Ils reviennent, faut refaire. Voilà, faut refaire. Faut pas abandonner. Hein. On fait des trucs comme ça où, par exemple, quand il y a eu la mort de Jean-Marie Le Pen, apéro à Répu. Hier, ils sont allés troller le rassemblement pour Sarkozy. Avec des pancartes merci Bolloré, c'était quoi corruption égale révolution, enfin que des trucs comme ça en trollant. Donc voilà, je trouve qu'en plus ça aide à, tu vois, par exemple quand tu vois des personnes LGBTQIA sont visibles comme ça, pour plein de gens qui sont pas forcément familiers avec la communauté queer, ils sont en mode en fait les queers ils sont drôles, tu vois, donc ça fait avancer et en même temps ça donne envie aux gens de militer. Je vais regarder parce cool, que moi je traîne avec des queers qui sont pas très drôles là, dans les bureaux, donc je vais plutôt aller voir là-bas là, dans la technique et tout. Donc j'irai voir. Oui, on se lance pas sur le débat des JO, mais c'était pas non plus en mode vive les JO et tout quoi. Ah, parce que là il veut m'attaquer, parce que moi j'étais critique, non pas parce que là il veut me faire passer pour un facho. Moi j'étais pas, même Aya Nakamura ou les trucs de, même comment il s'appelle le rappeur là, tonton du bled, Rimka, ça m'a pas convaincu pour la cérémonie des JO. Moi j'aime pas, je trouve que j'aimais pas, c'est pas le spectacle. Le spectacle était très bien, il y a rien à dire. En termes de spectacle, c'était incroyable. Mais ça me saoule cette récupération par l'État de ça, cette vitrine, voilà. Donc on va pas refaire ce débat. Juste avant qu'on fasse le jeu, est-ce que tu veux parler du t-shirt aussi que tu portes, parce que je pense que dans le chat on connaît, peut-être il y a des gens de YouTube, ça commence à être daté, qui connaissent plus ça. Ouais. Du coup c'est Act Up, Silence égale mort. C'était parce que pendant l'épidémie du VIH, personne n'en parlait, c'était un tabou et du coup ça a retardé les soins pour les victimes. Et du coup, plein de gens sont morts. Et le triangle rose, du coup, c'était le triangle qui était mis sur les homosexuels qui étaient déportés et assassinés pendant le nazisme. Et du coup, ça a été récupéré comme lutte. Et pour les lesbiennes, il faut savoir que c'est plutôt le triangle noir parce qu'elles étaient classées comme avec les marginaux, alcooliques, associables, puisqu'on considère qu'une femme est sociable quand elle a relation avec un homme. Du coup, une femme et associable si elle n'a pas d'homme dans sa vie. Voilà un petit peu pour faire vite sur le t-shirt. Eh ben merci. Alors avant qu'on passe au jeu, je voudrais déjà dire Rimka, non, c'est le Rimka dans les JO, c'était le truc le plus nul quoi. Il y avait juste Rimka qui était en train de chanter. Arrêtez de faire croire que c'était bien Rimka. Juste, je rappelle les livres et je le rappellerai à la fin de l'émission. Il y a tout d'abord celui-ci, Les hommes hétéros le sont-ils vraiment, de 2023, c'est ça, aux éditions J.C. Lattès, et toujours aux éditions J.C. Lattès, Les Vigilantes, surveillées et surveillantes, ces femmes au cœur de l'extrême droite. On va finir avec un petit jeu, c'est très simple, je vais te montrer des mecs, et c'est en lien avec le site qui va bientôt apparaître, Problématique, avec un K. D'ailleurs, je vous en veux un petit peu parce que je devais lancer ma carrière rap, et c'était Problématique avec AK. Donc c'est... Oh non, c'est vrai. Oui. C'est trop drôle. Tant pis, j'ai mis trop de temps. C'était une vanne qu'on devait faire et tout. Donc c'est mort pour Problématique avec un K. Vous avez le droit de garder le nom. Ah mince. Et donc il y a le Ulule. Ah, je pensais que c'était pas encore le Ulule. Mais en fait, il y a la page de pré-lancement où vous pouvez vous inscrire. Comme ça, vous serez prévenu dès que ça sort. Ouais. Et ben là, je vais te mettre des personnes et tu notes leur niveau de problématique. Ah, j'adore. De 1 à 5. Okay. Plus il est problématique, plus la note est élevée. Moins il est problématique, plus la note est basse. Ça marche. Je me rappelle plus l'angle des photos. 5, c'est le plus problématique. 5, c'est le plus problématique. Ah, Bourdieu. Bourdieu. C'est dur. C'est dur, ouais. C'est dur. Je sais qu'il y a eu des critiques sur domination masculine. Ah ouais, oui. Alors, il s'autocite tout le long. Oui. C'est quand même des barres. Et du coup, c'est un très très mauvais livre. Le lisez pas. Enfin, vraiment, en études de genre, c'est médiocre. Vraiment, oui, si vous voulez lire Bourdieu, il y a d'autres bons livres, quoi. Ouais, puis même Bourdieu, il y a plein de trucs. Que je trouve un peu dépassés, mais de là à dire qu'il est problématique. Après, il a bien problématisé. Il a problématisé des choses. Donc, dans le sens de la problématisation, il est problématique. Ouais. mais dans le sens du niveau de problématique du gars. Oh, on va mettre 2. Hein, 2 ça marche, 2. Il est 2. Après, je pense qu'il a tout volé aux femmes autour de lui. Oui. Mais... Oh là, Foucault.
Est-ce qu'on parle des bails sombres de Foucault? Ce n'est pas l'heure de... C'est quoi les bails sombres de Foucault? Je crois qu'il y a quand même des accusations, si je dis pas de bêtises, de quand même exploitation sexuelle de mineurs dans les pays arabes, qui est quand même pas jolie. Après, je pense... Alors, il faudrait qu'on vérifie, oui, parce que je crois que c'est aussi pas mal de fachos. Oui, voilà. C'est faux. C'est pas mal de fachos qui en font des tonnes sur ça. Moi, j'avoue, je suis pas spécialiste, mais donc parfois, je suis un peu... Quand j'entends ce discours sur des personnes de cette génération-là, où ça traite de pédophiles, c'est à vérifier parce que je pense qu'il y a aussi un gros relent homophobe là-dedans. Non, mais toujours. C'est pour ça, moi, je me méfie. On met en parenthèse Cassandre nous dit non. Moi, il me semblait que j'avais lu un article de quelqu'un qui était venu pour dire que c'était une propagande d'extrême droite et tout. Mais on met en parenthèse. Mais moi, je crois ce que disent les chercheurs sur le sujet et je sais pas trop. Donc, du coup, entre parenthèses, ça, s'il a pas fait ça, il a fait des trucs bien. Il est pas problématique. Je sais pas. On va mettre 1 parce que personne n'est parfait. 1 sur 5 pour oh là là. Foucault. Papacito. Un chauve aussi. Oh ouais, mais pas le même chauve. Oh là là, la dégaine quand même. Oh 5. 5. Ouais, bon là, il y a pas de débat. Il y a pas de débat. On passe au suivant. Ben Never, je sais pas si... Toi, tu veux que j'ai des problèmes. 4. Ah ouais, non. Non, mais je connais pas, j'ai vu la réputation, j'ai vu la vidéo de Léo. Non, je sais pas si tu connais le youtubeur Léo. Je connais bien. Ouais. Qui d'ailleurs, je lui passe le salut. Mais 4 alors? Non, j'exagère. Après, je sais pas, tu vois, dans l'intimité, comment il est. Oui, mais là, on parle de on m'a dit que c'était quelqu'un de très gentil, en tout cas, etc. Enfin, qu'apparemment, il est très cool. Mais c'est juste que je trouve que dans ses propositions, parfois, ça rejoue un peu ces trucs de féminité hégémonique, tu vois, en mode... il vend quand même l'hétérosexualité aussi, tu vois. Genre, il fait des partenariats avec plein de trucs, genre de sextoys, d'applications de rencontres, et tout en rejoint ce truc de... En fait, il sert... Je dis pas que lui, il veut faire ça, mais comment le système s'en sert, c'est genre, on va re-rendre l'hétérosexualité cool. Ouais, je suis d'accord. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Oui, mais moi, c'est vraiment... En fait, après, moi, c'est mon truc de seumard de prolo. Genre, oui, bon, je suis à ta place, moi aussi, j'arrive à questionner mes trucs de virilité, quoi. Je veux dire, c'est assez facile quand tu es dans cette position-là où tu as d'autres attributs et tout. Ouais, et c'est vrai qu'il y a moins une... Pour moi, c'est vraiment le cliché du prophète. Oui, vraiment. Et puis après, moi, je suis aussi contre parce qu'il y a tout un discours aussi sur l'hypersensibilité. Et pour moi, genre, ça, c'est vraiment aussi un truc de bullshit néolibéral, l'hypersensibilité. Il y a des neuroatypies qui existent. Et après, c'est juste, c'est pas parce que t'es pas complètement coupé de tes sentiments que c'est forcément une distinction, tu vois. Où, à la limite, c'est un trait de personnalité. Tu peux être plus émotif. Il y a un terme pour ça, émotif. mais hypersensibilité, pourquoi faire? Vraiment, c'est comme HPI, pourquoi faire? Donc tu lui mets... Allez, 3. Parce que bon, tu vois, c'est pas non plus... c'est pas Trump, quoi. Tu vois, il y a quand même... Faut doser, quoi. Oui. On passe à la personne sur... Je sais... Jean-Luc. Oh là là, je vais avoir des problèmes. Jean-Luc. Je sais pas. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des rédemptions quand même, que genre, tu vois, parce qu'il y a des évolutions sur le spectre. Sur le racisme, il est parti de loin. Hein. Ouais, pareil, moi, j'avoue, genre, voilà, quand il dit les personnes trans sont les personnes les plus avancées de la pointe de l'humanisme, c'est les personnes trans, ouais. Et après, moi, j'ai certains désaccords, mais c'est plus aussi des désaccords politiques sur, tu vois, la façon dont à LFI, il n'y a pas forcément une grande démocratie interne au niveau des militants, et que des fois, c'est chiant, en plus, parce que je pense que, qu'est-ce que je dis, mais c'est vrai. Les deux sont à l'AFI. Mais je sais très bien. Parce qu'il y a Raz qui a gueulé là-bas. Bah oui. Mais oui. Non, mais Mélenchon, on va lui mettre 5. Non, je déconne. Non, je sais pas. C'est dur. Il y a un côté tonton quand même. Oui, il y a un côté tonton. Voilà, quelque part, on l'aime bien. Bon, après, il y a des trucs... Parfois, il y a des gens problématiques. Moi, je connais un PDH, il y a Youssef Boussouma, qui est ultra problématique et on l'adore. C'est le vieux, tu es en mode tonton quand même. On a tous quelque chose de problématique en nous et on a tous quelqu'un de problématique où ça passe. Lui, mais aussi, tu sais, ça me fait penser au discours hyper beau qu'il avait fait. En plus, c'était pas sa période woke, mais tu sais, où il disait vous vous souviendrez de cette salle. Je sais pas si tu vois. Bon, et des fois où il est quand même, moi, j'admire sa sensibilité. Je trouve que les discours et tout, il est quand même fort sur ça. Et voilà, après, il est un peu trop social dem, mais bon.
Ça, bon, on va mettre 2,5. Allez. 2,5. D'accord. Jean Genet, je sais pas si tu lis beaucoup Jean Genet ou pas. Ou... Pas trop, je connais pas trop. Il y avait eu un truc à l'Institut du Monde Arabe Oui, il sur y a lui, pas très c'est ça? longtemps, oui, les valises de Jean Genet, ouais. Je Après, connais si pas tu très connais bien pas le trop, on personnage. peut Bah moi, passer. d'extérieur, de ce que j'en avais vu, je trouvais que c'était intéressant. Après, je trouvais que ça prenait beaucoup de place dans l'expo sur la Palestine, tu vois, de Ouais. mettre autant de place à ce personnage, c'est peut-être pas le moment, tu vois. Après, je me rappelle, Mais- l'expo sur la Palestine n'était pas extraordinaire non plus, mais oui, je Ouais. comprends ce que tu veux dire. Mais du coup, je le connais pas assez pour dire là, il a une bonne bouille. Hein. Puis, mais par contre, je crois que j'avais kiffé parce que j'avais vu il avait déserté, il avait été en prison. Enfin, mais c'était il a un peu une un vie- gangsta, quoi. Genre. Mais c'est un gangster de ouf, il a une vie de malade. Faudrait faire la biographie de Jean Genet en film. Vraiment. Parce que c'est. Et il a soutenu la Palestine, il Oui, a ça, je rejoint sais, les ouais. Black Panthers. Je veux dire, moi, ce que je trouve fascinant chez lui, c'est autant une figure chez beaucoup d'homosexuels Ouais. qu'une figure dans le mouvement décolonial, antiraciste. Après, si tu connais pas trop, on peut passer. Bah, du coup, zéro. Enfin, s'il est basé, il est basé, quoi. Alors, je sais pas si tu vois qui c'est Léo Thiervidal. Ah oui, oui. Du coup, Mais- bah, je le cite dans Ouais. mon premier livre. Mais c'est pas une grande figure, mais moi, c'était aussi l'occasion pour dire d'aller lire les articles de Léo Thiervidal. Ouais, c'est Alors super qu'il est intéressant. décédé il y a maintenant une vingtaine d'années, qui était sous la direction de Christine Delphi. Mais c'est plutôt cool. Ouais, Le c'est vrai plutôt prophète. bien. Oui, lui, le vrai prophète pour le coup. Mais moi, ça m'a toujours interrogé. Bon, j'ai pas envie de rentrer dans un truc psychologique et intimiste sur sa mort et tout, mais je me suis toujours dit, c'est quand même hyper dark, sa vision, tu vois, et je trouve qu'il y a quand même un fatalisme Ouais. fort dans ce qu'il dit. Et du coup, je me dis en quoi, du coup, sa pensée est hyper intéressante et vraiment lisez-le parce que en plus, c'est vraiment basé et tout. Mais c'est juste, je me dis quel horizon, en fait, il offre et quelle possibilité, du coup, de transformation Et c'est sociale, vrai. parce que c'est ça qui m'intéresse, tu vois, parce qu'à un moment, du coup, si on peut pas transformer socialement la société, bah, Oui. autant se pendre direct, tu vois. Et si tu joues sur son destin à lui, parce que pour les gens qui ne savent pas, il s'est suicidé. Ouais, mais Oui, après, on sait pas pourquoi, oui, et voilà. on va pas rentrer C'est pour ça que tu ne veux pas là-dedans. psychologiser. Ouais, bien sûr. Mais juste, c'est dark ce qu'il écrit, Ouais. quoi. Ouais. Mais c'est Oui, t'as un intéressant. truc pessimiste. Oui, mais c'est intéressant. Ouais. Niveau de problématique. Bah, zéro. Ouais. Non. Parce que je sais plus combien j'en ai mis. Alors, vas-y. C'est le fils de. C'est lequel? C'est Il n'y a pas Nicolas. débat, 5. Louis Attends, Sarkozy. c'est quoi Louis Sarkozy, voilà. Avec sa mangue. mangue, là. Mais est-ce que tu as lu, d'ailleurs, c'est intéressant, là, par rapport à Les hommes hétéros le sont-ils vraiment, quand il parle de l'école militaire où son père l'a envoyé hyper dur, il dit que les premiers jours c'était affreux, qu'il faisait que pleurer, et après ils l'ont brisé psychologiquement, et du coup maintenant c'est ça qui a fait de lui un homme fort, et que du coup il est trop content d'avoir été brisé psychologiquement et mis plus bas que terre, parce que ça a fait de lui quelqu'un d'absolument horrible, c'est super. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Genre maintenant je n'ai plus aucune âme, c'est génial, 10 sur 10, quoi. Mais j'ai l'impression que c'est un peu le récit de la virilité il a échappé au. Je veux dire, les virilistes sont en mode ça. Pour devenir un vrai homme, faut te choquer, faut te couper de ta mère, que tu arrêtes ta part de féminité. On va te faire. On va te détruire pour que tu deviennes un homme véritable endurci. J'ai l'impression que c'est beaucoup ce récit-là qu'il a mis en avant. Ouais. Mais moi, ce que j'adore avec Louis Sarkozy, c'est qu'il a beau passer sur tous les plateaux télé, je vends quand même plus de livres que lui. Oh C'est quand même... Je sais pas combien il en vend, mais oui, j'imagine bien que tu en vends beaucoup plus. 5 sur 5 alors? Ouais, 5. Ouais. On passe au suivant. Ah, bah Poutou, on aime bien Poutou quand même. Bah non. Bah 1, parce que je pense qu'il a dû faire des conneries dans sa vie, mais j'aime bien Poutou quand même. Bah, tout le monde. En plus, j'ai grandi à Bordeaux et tout, donc d'accord. merci à lui d'ouvrir une librairie engagée à Bordeaux, parce qu'il y en a besoin dans cette ville. J'imagine. Donc 1, et je crois qu'il me reste un dernier. Non, Bec BD. Je sais pas si... Ah ouais, Bec BD 5 aussi, oh là là, je peux pas. Je peux pas. D'ailleurs, mon petit frère, il avait essayé d'empêcher une de ses conférences. Il s'était fait sortir par la police et tout, à Bordeaux, justement. Alors, trop drôle. Mon avis toxique, c'est que presque... Attends, non, pardon, je vais nuancer, je vais mettre 4. Attends, moi, c'est 5. Presque. Je préfère presque Papacito à lui. Ouais. Parce que j'ai l'impression que Papacito, moi, c'est clair. Ouais. Je suis un facho. Lui, c'est trop genre... Mais moi, je suis pour la démocratie. Moi, ça... En fait, je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie aussi là-dedans, et dans cette pseudo-masculinité déconstruite qui est en fait sur la domination masculine, que je trouve insupportable chez lui. Ce côté faux dandy, là, je n'en peux plus. Oui, mais ça... moi, ce que je trouve... Moi, je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que ce gars qui a quand même... Et c'est vraiment la masculinité la plus toxique, même, tu vois, 99 francs, qui est un roman où il parle du monde de la pub, et il y a une jouissance du rapport à la cocaïne, à l'hyper-masculinité du milieu de la pub et de la com, ça, on n'en parle pas.
mais genre c'est hyper masculin le milieu de la publicité. Je veux dire, la publicité, grande publicité, un peu, tu vois, c'est comme, tu sais, dans tous les secteurs, plus c'est élitiste, plus c'est genre masculiniste, quoi. Du coup, hyper masculin, et en même temps, c'est lui qui est allé approcher Virginie Despentes, Lola Lafont, et d'autres figures comme ça, avec ce truc de, quand même, tu vois, de féministes qui tabassent et tout, et qui est allé les chercher et qui leur a donné une chance. Et ça, c'est toujours un peu mon... Mais je pense parce qu'elles étaient un peu punk, machin, à l'époque, il essayait de jouer sur ça et tout. Voilà, je pense que là, il en est hyper loin, et c'est vraiment un pauvre mec. Donc ouais, non, on va mettre 5 quand même. Ça marche. Oula. C'est moi. Mais oui, mais ça... mais c'est ouf, quand même, en termes de racisme... Putain, c'est quand même genre la base de l'antisémitisme, la figure des hommes juifs mis en vampires, et là toi t'as la même chose. Mais vu que je suis pas juif, peut-être qu'il s'est dit que c'est autorisé. Après c'est un petit peu Sadea, mais j'ai vu la miniature, je fais waouh. Ah non, pour moi c'est complètement c'est juste qu'ils sont en mode, enfin c'est vraiment la figure de l'ennemi intérieur. Ah oui, bah là c'est le loup est dans la bergerie. Ah ouais, non mais attends, mais c'est une dinguerie. Mais d'ailleurs, d'où t'as ces lunettes toi comme... Bah à l'époque j'avais des lunettes. Ah ouais, c'est une vieille je pense photo, qu'il a trouvé une vieille photo de moi, parce qu'elle est à peine retouchée, il faut le dire. Ouais, à peine. Vraiment. Ah ouais. Non, mais du coup, bah non, mais... Non mais c'est horrible, je sais pas envie que tu vois, je suis juste qu'on voit cette photo qui m'a beaucoup fait marrer. Eh ben écoute, merci beaucoup. Ben, merci Léane. Merci. Je rappelle, merci d'être venue. D'ailleurs, qu'est-ce qui t'a donné pourquoi t'as dit oui d'ailleurs? C'est une question de curiosité. Parce que ça s'appelle Oui Oui, du coup. Ah, c'est beau, je suis convaincu. Non, mais non, je sais pas, j'avais envie. Puis il est cool le format, j'aime bien. Ah bah merci beaucoup, merci. Donc je rappelle tes 2 livres encore une fois. Allez les acheter, les gens, ils sont vraiment vraiment bien. Les hommes hétéros le sont-ils vraiment? Aux éditions JC Lattès. Et je rappelle que c'est l'édition, il y a aussi Édouard Philippe. Oui, voilà. C'est ton camarade. Et Les Vigilantes, surveillées et surveillantes, les femmes au cœur de l'extrême droite. Est-ce que tu as un dernier truc à dire? Il y a quelque chose que j'ai oublié de dire Non, merci beaucoup pour l'invitation. Et puis juste soutenez-nous sur Ulule, parce qu'on va avoir besoin d'aide dès le départ, parce que vu qu'on n'est que des personnes queer, bah, on a plein de trucs où on n'a pas d'entrée. Et du coup, on a besoin de dire, bah, regardez, il y a autant de personnes qui nous soutiennent, qui sont derrière nous. C'est un vrai projet important. Et du coup, pour pouvoir après bombarder derrière, quoi. Je sais pas si on peut revoir le chat avant qu'on s'en aille. Qu'on s'en aille. Je rappelle aussi que moi, merci beaucoup les gens. Merci, bah voilà, t'as tous les gens qui disent merci. Merci à vous. Encore merci Léane. Merci à vous. Et merci à toute l'équipe technique. Salut. Salut.